Cette histoire commence dans un monde où il existe de nombreux monstres maléfiques. Pour protéger l'humanité de ces créatures, il faut des personnes dotées de pouvoirs sacrés capables de créer des barrières. Ces femmes sont appelées des saintes, et leur rôle est de repousser les monstres et de purifier la terre. La présence d'une sainte est une bénédiction, et c'est pourquoi chaque pays doit en avoir au moins une. Le royaume de Gyrtonia abrite justement la sainte la plus puissante de toute l'histoire, Filia Adenauer. Elle est pratiquement la sainte parfaite, car rien ne semble lui résister. Mais il lui manque une chose, le sourire. Une sainte est censée incarner la protection et la joie. Mais certaines personnes ont un peu peur d'elle, car elle ne sourit jamais. Jamais, au grand jamais. Un peu plus tard, un jeune blond nommé Oswald demande à un marchand qui est cette magnifique jeune femme. Le vendeur lui explique qu'il s'agit de la sainte locale, ce qui laisse comprendre qu'Oswald n'est pas d'ici. Le marchand précise ensuite qu'il existe deux saintes. Il y a Mia, une jeune fille douce, adorable, dont le sourire est considéré comme un trésor national. Et Filia, bien qu'elle soit l'aînée et bien plus puissante, a du mal à communiquer avec les autres. Par exemple, quand on lui demande si elle a accompli certaines requêtes, elle répond oui, mais d'une manière froide et distante. Cela dit, tout le monde lui reste reconnaissant. Ils vivent dans un territoire aride et stérile, avec peu de ressources naturelles. La vie était très difficile, jusqu'à l'arrivée de Filia. Elle a tout changé, améliorant la vie de tout le royaume. Mais en accomplissant absolument tout ce qu'on lui demande, elle finit par éclipser les autres, ce qui crée un certain malaise. De retour chez elle, sa mère, Cornelia, ne tolère pas que Filia ait mis autant de temps à accomplir une tâche. Elle la considère comme inutile pour avoir mis si longtemps à devenir une sainte. Pas comme Mia, qui, grâce à sa charmante personnalité, est devenue sainte en à peine un an. Sans raison valable, cette femme se met à insulter sa fille, elle dit qu'elle a un sale caractère, qu'elle est un fardeau pour la famille, et qu'elle ferait mieux d'arrêter d'étudier autant la médecine pour se concentrer sur l'amélioration de sa personnalité. Filia ne comprend pas pourquoi les choses sont ainsi. Elle pensait que le rôle d'une sainte était de servir le royaume, ce qu'elle fait parfaitement. Mais chaque fois qu'elle se donne du mal, elle finit simplement par être encore plus isolée. Sourire? Être charmante? Elle ne sait tout simplement pas comment faire. Elle n'a jamais appris à sourire, et c'est peut-être pour ça que ses parents se sont détournés d'elle. Depuis toute petite, elle a vu comment ses parents donnaient tout leur amour à Mia, et pas à elle. Elle a donc compris qu'elle devrait travailler 2 fois plus dur pour gagner un peu d'affection. De son côté, Oswald continue d'enquêter sur Filia, et découvre que son nom de famille est Adenauer, une lignée célèbre pour avoir donné naissance à de nombreuses saintes. Filia est entrée à l'église à l'âge de 5 ans, où elle a appris le protocole, la magie et les arts martiaux. Elle explique qu'à défaut de charisme, elle a décidé de s'améliorer dans d'autres domaines. Ses parents l'ont envoyée dans une formation sainte très dure, où elle a dû survivre seule dans le désert, ou sous la neige pendant des jours entiers. Son propre mentor lui a rendu la vie impossible, lui lançant des paroles aussi blessantes que celles de sa mère. Après avoir passé autant de temps dans cet enfer, à poursuivre un objectif presque inaccessible, la pauvre Filia a fini par perdre toute capacité à sourire. Oswald lit alors qu'elle a été nommée sainte à 16 ans, et qu'elle est la meilleure de tous les temps. Aujourd'hui, à 19 ans, le roi a reconnu ses exploits et l'a fiancée au second prince de Gyrtonia, Julius. Mais l'enquête d'Oswald est interrompue, un chevalier vient le chercher pour l'emmener auprès de sa majesté. Filia, de son côté, raconte que suite à ses fiançailles avec le prince, elle pensait que ses efforts seraient enfin récompensés. Mais ça n'a pas du tout été le cas. En rentrant chez elle, elle retrouve sa sœur Mia, qui lit tranquillement dans sa chambre à elle, car elle trouve l'endroit plus agréable. Filia n'a jamais eu l'impression d'être chez elle, mais passer du temps avec sa petite sœur est la seule chose qui en vaille la peine. Mia lui demande ce qu'elle a dans cette boîte, et Filia lui avoue lui avoir acheté quelque chose en cadeau. Mia n'en revient pas, elle promet de le chérir pour toujours. Le lendemain, elle veut même accompagner sa sœur pour l'aider à acheter une tenue pour voir le prince Julius. Mais Filia lui dit qu'elle ne pourra pas, justement, elle doit le rencontrer demain. Elles conviennent donc de sortir un autre jour. Et Filia sent que, malgré toutes les difficultés, tant qu'elle est avec Mia, elle peut être heureuse. Pendant ce temps, le prince Julius parle mal de Filia avec ses subordonnés. Il pense qu'elle est devenue arrogante, simplement parce qu'elle est la plus forte. L'un d'eux affirme qu'on ne peut pas la comparer à la sainte légendaire qui avait sauvé le monde d'Asmodée, le grand archidémon. Julius est d'accord. Et comme il estime que Gyrtonia n'a pas besoin de 2 saintes, il met en place un plan pour se débarrasser de Filia. Mia marche en ville et on voit bien que tout le monde l'aime, car on vient rapidement lui offrir des cadeaux pour sa gentillesse et son dévouement. De son côté, Filia se demande pourquoi le prince Julius l'a convoqué. Elle remarque que le carrosse de sa famille est aussi présent et se demande si ses parents sont venus eux aussi. Peu après, elle le retrouve, et Julius lui dit être ravi d'avoir appris qu'elle avait éliminé seule les loups-garous du Nord-Ouest. Il ajoute même que les soldats se plaignent qu'elle leur vole leur travail et qu'elle leur donne des conseils sur leur formation. Il lui rappelle que ce n'est ni la place ni le rôle d'une femme. Filia ne comprend pas pourquoi il dit ça ni pourquoi il est de si bonne humeur. Julius lui révèle alors qu'il vient de recevoir une nouvelle, leurs fiançailles sont officiellement annulées.
Filia lui demande une explication. Il avoue vouloir épouser Mia. Il ajoute que Filia est devenue trop parfaite, distante et désagréable, alors qu'une sainte devrait juste prier et ne pas se croire supérieure. Pour lui, Mia est bien meilleure, plus belle, douce et charmante. Il est convaincu que tout le monde choisirait Mia sans hésiter. Filia lui demande si Mia est au courant, mais il répond que non, même si à la dernière fête elle a tenté d'attirer son attention, donc elle sera sûrement contente. Les parents de Filia arrivent et approuvent ce nouveau mariage. George, son père, est content, et sa mère lui demande de partir pour que Mia puisse être heureuse. Filia ne sait pas si c'est juste, mais tant que Mia est heureuse, elle est prête à accepter. Cependant, Julius lui annonce qu'au cas où Mia refuserait, il a décidé de vendre Filia au royaume voisin de Parnacorta, dont la sainte est récemment décédée. Il leur a offert la meilleure sainte, Filia, et ils ont accepté en proposant une somme équivalente au budget annuel du royaume de Girtonia. Tout se déroule selon le plan, le peuple aimera Julius, il donnera 30% des gains à la famille Adenauer, qui deviendra noble. Julius pense sincèrement que tout le monde y trouvera son bonheur. Même George ne comprend pas comment un autre royaume peut payer autant, mais la mère de Filia dit qu'enfin elle a fait quelque chose de bien pour la famille, leur permettant d'accéder à la noblesse. Filia est sous le choc. Tout ce qu'elle a fait jusqu'ici n'était que pour être enfin reconnue, mais elle récolte le contraire. Pendant que Mia va voir sa sœur, Filia se prépare pour le voyage et se demande ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un tel sort. Julius, lui, se demande déjà comment dépenser l'argent de la vente de la sainte. Un de ses subordonnés suggère de lui ériger une statue en or. Julius trouve ça exagéré puisque son père est toujours vivant, mais l'autre lui rappelle que le roi est malade depuis longtemps et que l'autre prince, Fernand, s'est retiré par peur. Julius sait qu'il sera bientôt roi, avec la couronne et Mia. Pendant ce temps, Filia a voyagé plusieurs jours, ce qui lui a bien fatigué le postérieur. Elle ne sait pas quoi penser de sa nouvelle vie à Parnacorta, ni des attentes qu'ils auront envers elle, surtout après un tel investissement. Elle se dit qu'elle devra sûrement travailler très dur pour le mériter. Mais au fond, elle se demande à quoi bon. Pourquoi une sainte doit-elle forcément avoir des obligations? Le carrosse s'arrête, on l'informe qu'il ne peut pas aller plus loin. Elle doit marcher pour traverser la frontière. Elle se demande s'il y a du monde ici et croise finalement des soldats, ainsi qu'Oswald, qui lui souhaite la bienvenue à Parnacorta. Elle ne sait tout simplement pas quoi penser. La vérité, c'est que l'accueil de Filia à Parnacorta a été très bon. Elle s'est vite rendue compte qu'on la traitait très bien, on lui a même envoyé une escorte, ce que Girtonia n'avait jamais fait. Elle pense qu'ils ont sûrement payé très cher pour elle, donc il est normal qu'on la protège, mais ce n'est pas tout. Quand elle arrive dans la ville royale, à Almbourg, au palais, elle est accueillie par Bjorn, le chef de l'église de Parnacorta. Tout le monde est très heureux de sa venue, ils lui ont même organisé une fête de bienvenue avec des gâteaux, des viandes, des pains, des sucreries, un peu de tout. Bref, une très belle fête, et ils étaient sincèrement heureux de la voir là. Mais Filia, elle, ne pensait qu'à une chose, travailler. Elle se demandait quand elle allait pouvoir commencer ses fonctions, parce qu'elle n'a jamais été très à l'aise avec les fêtes et la haute société. Mais bon, c'était sa fête de bienvenue, alors pendant qu'elle dégustait une délicieuse salade, qu'elle a beaucoup aimée, un homme s'approche, c'est celui qui est venu la chercher, son escorte. Elle pense évidemment que ce n'est qu'un simple garde, et quand il lui dit qu'il a lui-même préparé la salade, elle pense que c'est un fermier ou quelque chose comme ça. Quand il commence à se plaindre qu'il est difficile de cultiver en ce moment à cause du manque de pluie, elle s'apprête à faire tomber la pluie elle-même, mais elle est interrompue par Bjorn, qui appelle cet homme Votre Majesté. C'est là que Filia découvre que cet homme est en fait Oswald, le deuxième prince de Parnacorta. Elle est choquée d'apprendre que le prince lui-même est allé la chercher à la frontière. Mais ce n'est pas tout, il voulait aussi lui dire quelque chose, il s'agenouille devant elle pour lui demander pardon de l'avoir achetée, de lui avoir fait quitter sa maison, sa famille, son pays, tout son monde. Il est triste d'avoir été obligé de la faire venir ici, mais il la remercie pour son courage et ses efforts. Car après tout, elle a été envoyée presque par obligation, parce qu'ils avaient perdu leur précédente sainte, Élisabeth, et que le pays était à la merci des monstres et des calamités. C'était donc une bénédiction quand ils ont appris que Girtonia vendait l'une de ses saintes. Mais Oswald veut faire de ce royaume le nouveau foyer de Filia, un endroit qu'elle puisse apprendre à aimer. Filia pense à tout cela et se dit que ça ne va pas être facile, surtout à cause des mauvais souvenirs qu'elle garde de Girtonia et de la manière dont ils l'ont abandonnée. Mais en plus du second prince, elle fait aussi la connaissance de son frère aîné, le prince héritier Reinhard, le premier prince de Parnacorta, qui l'accueille chaleureusement en tant qu'invité d'honneur. Bref, les deux princes principaux du royaume sont venus personnellement la saluer. Après une balade en ville, elle remarque que les habitants, les commerçants, sont un peu inquiets, car ceux qui leur fournissent leurs marchandises n'ont pas pu arriver, ou ont été attaqués par des monstres sur les routes. Cela provoque une augmentation des prix, et maintenant que leur sainte Élisabeth n'est plus là, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Ils savent qu'une nouvelle sainte est arrivée, mais elle semble froide, et ils doutent qu'elle puisse être à la hauteur de l'ancienne. Le lendemain,
Filia se réveille dans une maison gigantesque, bien plus grande que celle de sa famille, et uniquement pour elle. Elle se lève tôt, déjà prête à aller travailler. Elle ne sera cependant pas seule, car elle est rejointe par Lena et Leonardo, ses nouveaux accompagnateurs. Ils sont impressionnés qu'elle soit déjà debout, mais Filia leur dit directement qu'elle veut commencer à travailler. Ils vont donc en premier dans les montagnes, car Filia, en consultant la carte, remarque que Parnacorta est située au centre du continent, entourée de nombreux royaumes, et regorgeant de forêts, rivières et autres merveilles naturelles, ce qui en fait aussi un nid à monstres. Elle sait donc exactement où aller pour commencer à ériger les barrières divines. Lena et Leonardo sont impressionnés car Filia s'est levée très tôt et a déjà commencé à travailler. Ils l'accompagnent en tant qu'assistant et garde du corps pendant qu'elle installe ses barrières et fait son travail de sainte. Mais Filia n'est pas habituée à ça, elle a toujours travaillé seule. Arrivée sur place, alors qu'elle se prépare à ériger les barrières, Lena demande à Leonardo comment travaillent les saintes, car c'est la première fois qu'elle agit comme garde du corps pour l'une d'elles. Leonardo, lui, a déjà travaillé pour plusieurs saintes avant Filia, donc il a de l'expérience. Il explique que les saintes prient pour communiquer avec la divinité, ce qui leur permet d'ériger des piliers qui dégagent une aura divine, repoussant ainsi les monstres et toute forme de mal. Plus il y a de piliers, plus la protection est forte, mais c'est un travail difficile, qui demande beaucoup de force. En général, une sainte met toute une journée pour créer un seul pilier. Mais Filia, elle termine en une demi-heure. Elle est exceptionnelle, parfaite dans tout ce qu'elle fait. Lena et Leonardo n'ont jamais vu ça. Ainsi, toute la journée, Filia se rend d'un endroit à un autre, érigeant pilier après pilier, purifiant le bois tout entier. En un rien de temps, la forêt est redevenue saine, sans énergie négative ni monstre. Lena et Leonardo sont éreintés à la fin de la journée, alors qu'ils l'ont juste suivie. Ils doivent même la forcer à s'arrêter, car en chemin elle a aussi préparé des médicaments et aidé des gens. Le lendemain, Filia veut déjà partir au sud du royaume pour continuer à ériger des piliers. Mais Leonardo lui dit qu'elle doit se reposer, que ce n'est pas normal de travailler autant. Filia, elle, ne comprend pas, elle a toujours été élevée à donner 100%, à apprendre sans relâche. Elle se souvient des paroles du prince de Girtonia, qui lui avait dit de ne pas s'occuper des affaires des autres, mais c'est ce qu'on lui a toujours enseigné. Leonardo et Lena discutent ensuite de Filia. Ils l'aiment beaucoup, surtout Lena, qui dit qu'elle va la chouchouter et s'occuper d'elle. Mais elle remarque aussi que Filia semble plus à l'aise seule. Elle se demande ce qu'elle a vécu à Girtonia, car on voit bien qu'elle n'a pas été traitée avec amour. Lena décide donc de la dorloter comme il se doit. Le lendemain, tout le monde est heureux, la nouvelle sainte impressionne, les marchands peuvent revenir en ville, reprendre leurs activités, et tout le monde la remercie. Le prince Oswald entend ses éloges alors qu'il se promène dans la capitale. Mais de son côté, Mia ne va pas bien. Elle est seule maintenant. Même si elle est une bonne sainte, c'était surtout grâce au conseil de Filia. Sans sa grande sœur, elle est perdue. Le prince remarque lui aussi que les monstres s'approchent dangereusement de la capitale. Il n'y a pas de soldats car jusqu'ici, Filia s'occupait de tout sans jamais déranger personne. Désormais, le prince de Girtonia va devoir puiser dans les fonds donnés par Parnacorta pour renforcer la sécurité du royaume. Les gens croient que Mia saura gérer la situation, mais depuis le départ de Filia, tout semble empirer. Mia, elle, est convaincue que sa sœur ne serait jamais partie sans prévenir. Elle a demandé à leur père pourquoi Filia était partie, mais il ne lui a rien dit, juste qu'elle était partie, point. Mia ne le croit pas. Elle pense que sa sœur a été obligée de partir et elle jure que celui ou celle qui l'a éloignée va le payer. Un autre jour, Lena et Leonardo démontraient leurs compétences en matière d'élimination de monstres. Parnacorta était célèbre pour l'excellence de son ordre chevaleresque. Peut-être qu'ils formaient même leur majordome et leur servante aux arts martiaux. Et malgré cela, ces deux-là étaient particulièrement redoutables. Cependant, ils ne prenaient pas tout le mérite. Les monstres étaient affaiblis grâce au sanctuaire sacré de Filia. En plus, la potion qu'elle avait donnée à Leonardo lui donnait l'impression d'être revenue à ses plus belles années, même si elle affirmait qu'il ne s'agissait que d'une potion rudimentaire. Lena demanda ce que Filia notait depuis tout à l'heure. Elle expliqua qu'elle enregistrait des informations sur l'emplacement, l'ampleur et la férocité des apparitions de monstres. Filia ajouta qu'en plus du monde de surface habité par les humains, il existait le royaume démoniaque et le ciel. Les monstres étaient originaires du royaume démoniaque, mais parfois, une partie d'entre eux parvenait à la surface. Plus il y avait de nids dans le royaume démoniaque, plus il y avait de monstres, et donc, plus les invasions à la surface devenaient fréquentes. Pendant ce temps, le prince Oswald se promenait en ville. Il n'avait pas beaucoup de temps pour discuter avec les habitants, leur disant qu'il avait un rendez-vous galant. Il fut stupéfait en voyant Filia vêtue élégamment, mais il se ressaisit rapidement. C'est Lena qui avait organisé ce rendez-vous. Filia avait déjà entendu ce mot auparavant, mais elle ne savait pas vraiment ce que signifiait un rendez-vous. Lena suggéra une visite d'Hambourg, avec Oswald comme guide. Ils commencèrent par le quartier des marchands, où Oswald expliqua que les attaques de monstres avaient rendu difficile l'approvisionnement ces derniers mois. Mais tout cela appartenait au passé, grâce à Filia.
Elle fut surprise de l'entendre la remercier simplement pour avoir fait son travail. Elle se demanda pourquoi son cœur battait si fort. Ils tombèrent sur l'homme qui vantait son fils à Girtonia. Grâce à Philia, il avait pu reprendre son commerce. En essayant de le saluer, Philia eut peur d'effrayer à nouveau le garçon. Mais au lieu de cela, il la remercia chaleureusement. Il était heureux que son père puisse retravailler. Ici, tout le monde voulait approcher Philia, mais le prince la saisit par le bras, s'excusant auprès des autres car elle lui était réservée aujourd'hui. Il l'emmena dans un restaurant, lui disant qu'elle pouvait commander son plat préféré. Mais Philia ne savait que choisir, habituée à l'idée de manger ce qui est comestible. Être ainsi servie était totalement étranger pour elle. Elle ne savait pas comment se comporter. Le prince Oswald éclata soudainement, la remerciant encore pour son travail, mais ajouta qu'il avait entendu dire qu'elle se surmenait. Il voulait qu'elle se repose aussi, et lui expliqua que le repos faisait aussi partie de son travail. Elle n'avait clairement jamais entendu ça auparavant. Il lui demanda ensuite de lui parler davantage d'elle. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, ses intérêts, n'importe quoi. Il voulait apprendre à connaître non seulement la sainte, mais aussi Philia Adenauer, en tant que personne. Léna fondait intérieurement en regardant cette scène. Philia, elle, ne savait toujours pas quoi répondre. Elle n'avait jamais eu l'espace pour avoir ses propres pensées sur quoi que ce soit. On ne le lui permettait pas. En regardant l'arôme apaisant du thé, elle admit finalement que c'était quelque chose qu'elle aimait. Mais elle ne pouvait pas en dire plus pour le moment, parce qu'elle ne savait rien de plus sur elle-même. Il lui dit que ça lui allait de la découvrir petit à petit. Puis il lui proposa de l'emmener où elle voulait aller ensuite. Elle eut alors accès au livre restreint de la bibliothèque du château. La quantité massive de monstres apparaissant récemment à Parnacorta ne pouvait pas s'expliquer uniquement par la géographie ou par l'absence précédente d'une sainte. Un phénomène similaire avait commencé à Girtonia juste avant son arrivée ici. Elle avait vu ce genre d'événement mentionné dans les anciens livres d'histoire girtoniens. Si son hypothèse était correcte, le royaume démoniaque était en train de se rapprocher de la surface. Mais Oswald ne comprenait pas ce qui fit pleurer Léna, car tout cela ne ressemblait plus du tout à un rendez-vous romantique. Il y a 400 ans, le royaume démoniaque s'était déjà approché du monde de la surface. Les monstres l'avaient envahi, semant le chaos. L'archidémon Asmodée profita de cette pagaille pour remonter des profondeurs du royaume démoniaque jusqu'à la surface. Les humains et les animaux furent massacrés en masse, et de nombreux royaumes furent menacés de destruction. Mais c'est alors qu'une sainte s'éleva pour lui faire face. Elle s'appelait Fianna Esfil, et serait plus tard connue sous le nom de Grande Sainte Fianna. Elle érigea d'immenses barrières qui purgèrent les monstres en un clin d'œil, puis sépara l'âme d'Asmodée de son corps prétendument invincible, afin de la sceller. Ainsi, la paix fut restaurée sur les terres, et l'histoire continua jusqu'à aujourd'hui. Le prince convoqua une conférence d'urgence en réponse à l'hypothèse de Philia. Il voulait aussi entendre les avis des autres. Philia expliqua que plus le royaume démoniaque se rapprochait, plus l'apparition des monstres allait probablement être multipliée par 10 à 20, et que les piliers de lumière ne suffiraient peut-être plus. Un des hommes présents émit des réserves quant à l'augmentation du budget de la défense du royaume sur la base d'une spéculation aussi incertaine. Philia comprenait cela. C'était normal qu'ils aient du mal à croire une fille venue d'un autre royaume, arrivée depuis peu. Elle se souvint que Julius lui avait dit qu'elle devait connaître sa place. Mais elle fut choquée d'entendre Oswald annoncer qu'ils allaient tripler les dépenses militaires. Il affirma qu'il valait mieux être préparé que de le regretter plus tard, et qu'il assumerait la responsabilité si cela ne donnait rien. Il mettait toute sa confiance en Philia. Elle se demanda comment il pouvait être aussi sûr de lui. N'avait-il pas peur d'être critiqué? Elle se demanda s'il y avait un moyen pour elle de l'aider. En regardant la carte et les troupes mobilisables, Philia annonça que ce ne serait toujours pas suffisant. Elle proposa une autre solution, ériger un grand cercle de purification sur l'ensemble du royaume. Bjorn fut stupéfait, sachant qu'il s'agissait d'un ancien rituel. Il fallait maîtriser les langues archaïques et comprendre plusieurs lignées de sorts. Mais bien sûr, Philia en était capable. Ce cercle n'avait pas les propriétés d'enfermement d'une barrière classique. Il servait uniquement à affaiblir les monstres pour les rendre plus faciles à éliminer. Le seul hic, c'était qu'elle devait rester au centre du cercle et en être le cœur. En d'autres termes, elle devrait rester dans la capitale, et ne pourrait plus accomplir la plupart de ses tâches habituelles. Mais pour le prince, ce n'était qu'un détail insignifiant. Une fois activé, le cercle ne serait même pas épuisant à maintenir. Et pourtant, Philia afficha un regard soucieux. Dehors, Oswald la remercia à nouveau, mais en voyant son visage, il comprit que quelque chose la préoccupait. Elle pensait à sa sœur restée chez elle. Mia était une excellente sainte, mais elle n'avait aucune connaissance des anciens rituels et ne pouvait pas créer de grands cercles de purification. Oswald comprit que Philia s'inquiétait pour sa sœur, et lui dit qu'elle pouvait l'aider. Ainsi, Philia fut autorisée à lui envoyer une lettre. De retour à Girtonia, Mia ne pouvait tout simplement pas accepter la situation. Elle décida d'aller demander à Julius ce qui s'était vraiment passé avec sa sœur. Cependant, elle se retrouva face à lui, et il lui offrit un bouquet de roses et lui demanda sa main en mariage. Elle n'en croyait pas ses yeux. À peine avait-il perdu sa fiancée qu'il en demandait déjà une autre en mariage.
et à sa petite sœur, en plus, elle le trouvait tout simplement répugnant. Mia comprit alors pourquoi ses parents avaient été si indifférents au départ de Filia. Ils étaient probablement au courant de tout cela. Elle le détestait, mais elle avait besoin que Julius lui dise la vérité. Alors, elle décida de faire semblant, lui demandant un peu de temps pour réfléchir. Elle ne pouvait pas se permettre de l'affronter pour l'instant. Elle devait refouler ses véritables sentiments. Elle allait le distraire, le déstabiliser, et tirer de lui les informations qu'elle voulait. Elle n'avait aucun esprit stratégique, mais pour sa sœur, elle était prête à tout faire. Ce fut ce jour-là qu'elle commença véritablement son enquête. Dans le bureau de son père, elle trouva des plans pour un nouveau manoir et une pile de contrats. Dans la chambre de sa mère, elle trouva une nouvelle boîte de bijoux. Elle serra les dents en supportant les rendez-vous avec le prince pour gagner sa faveur, tout en continuant de remplir ses devoirs de sainte. Les monstres ne cessaient d'augmenter depuis le départ de sa sœur. Elle devait puiser dans toutes ses forces pour les repousser. Ses parents voulaient qu'elle se dépêche d'épouser Julius. Ils avaient même brûlé la lettre que Filia lui avait envoyée. Un jour, elle surprit une conversation entre des nobles à propos de Filia. Ils disaient que leur prince avait fait un joli profit et obtenu un titre de noblesse en la faisant partir. Ils traitaient Filia d'insupportable, et riaient en disant que c'était triste que son fiancé et ses parents la détestaient. La vérité éclata alors aux yeux de Mia. Elle avait voulu croire que ses parents étaient de bonnes personnes. Elle s'était déjà posé des questions sur la façon dont ils traitaient sa sœur, mais trop effrayée pour faire face à la vérité, elle réalisa qu'elle s'était aveuglée elle-même. Elle pleura, se demandant si Filia avait vécu toute sa vie dans un monde froid et cruel envers elle. Elle murmura pardon encore et encore. Elle retrouva ensuite le prince, qui continuait à dénigrer Filia pour avoir étalé ses talents et causé une avalanche de plaintes contre lui. Et dans le même souffle, il complimentait la beauté de Mia et la façon dont elle remplissait ses devoirs, ce qui la rendait malade et bouillonnante de rage intérieurement. Mais elle sourit, et lui dit qu'elle acceptait sa proposition. Son plan, se fiancer avec lui, l'emmener au sommet de l'extase en le gardant en laisse, puis, au moment venu, le trahir. Après tout, il devait être puni pour avoir trahi sa sœur. Cette nuit-là, Mia écrivit à Filia au sujet des monstres qui envahissaient les forêts de Girtonia. Des gens étaient blessés. Elle avait besoin des conseils de sa grande sœur. Elle ne pouvait pas compter sur Julius, comprenant qu'il ne se souciait pas du tout de ce royaume, car sinon, il n'aurait jamais vendu Filia. Mia s'effondra et jeta la lettre, changeant le ton de la suivante pour simplement demander à Filia des informations sur les anomalies en cours, retirant ainsi ses frustrations envers Julius et rendant la lettre plus formelle. Mia se demandait s'il servait à quelque chose d'écrire, pensant que si Filia avait remarqué des anomalies, elle aurait sûrement déjà envoyé des directives. Elle s'inquiétait, se demandant si Filia souffrait en ce moment même, avait-elle seulement quelqu'un à Parnacorta à ses côtés? Un autre jour, Parnacorta s'illumina de piliers de sainteté. Au château, les habitants s'étaient rassemblés. Oswald s'excusa auprès de Filia pour ce spectacle, mais son père lui avait dit que c'était une excellente occasion de présenter la nouvelle sainte au peuple. Ainsi, son travail fut ouvert au public en tant qu'événement. Filia ne s'en souciait pas vraiment. Richard arriva alors, remarquant que la décision de l'amener ici était la bonne, même s'il s'était disputé avec son frère à ce sujet. Oswald aurait préféré qu'il ne mentionne pas cette partie. Alors que Filia se mettait à l'ouvrage, Oswald lui fit savoir qu'il lui confiait le royaume, ce qui fit écarquiller les yeux de Filia. Elle pensa à quel point tout le monde ici était gentil, sincère, profondément attaché à leur royaume. Les habitants avaient des cœurs généreux et bienveillants. Même si elle n'était pas née ici, elle voulait protéger ces gens. Elle voulait rester la sainte de Parnacorta. Elle commença alors à appeler les vies de la terre et du ciel, exprimant sa prière. Le peuple la surnommait déesse, sa beauté étant sans égale en ces lieux. Elle érigea et activa le grand cercle de purification. Mais à peine eut-elle terminé qu'une voix diabolique chuchota qu'elle avait enfin été trouvée. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était, mais n'eut pas le temps d'y réfléchir car tout le monde célébrait. Pendant ce temps, Lena parcourait les rues, recevant des présents des marchands pour leur nouvelle sainte bien-aimée, nourriture, vêtements, poudre pour le visage. Lena ne pouvait tout porter. Elle revint auprès de sa maîtresse, épuisée, et fut choquée de voir Filia travailler encore. Elle aurait aimé que Filia prenne au moins une pause, surtout qu'elle ne pouvait pas quitter la capitale. Amusant, car Filia voulait aussi faire une pause mais ne savait pas quoi faire d'autre. Ah, si c'était moi, je serais en train de dormir, pensait Lena. Lena trouvait terrible que Filia n'ait aucun loisir. Filia n'était pas très enthousiaste pour aller se promener, jardiner ou pêcher. Mais lorsque Lena parla de lecture, Filia montra enfin un peu d'intérêt. Filia lisait souvent des textes anciens et des manuels scientifiques, tandis que Lena préférait, comme on pouvait s'y attendre, les romans d'amour. Filia ne savait même pas ce que c'était qu'un roman d'amour, même si elle était elle-même l'héroïne d'un light novel romantique. N'ayant jamais lu ce genre d'ouvrage, elle supposait que c'était des études psychologiques de couples engagés dans une affection mutuelle. Lena trouva cette réponse à la fois proche et si éloignée de la réalité. Elle se demanda pourquoi Filia n'avait aucun intérêt pour les romans d'amour, malgré sa grande beauté. En vérité,
Filia n'avait jamais eu l'occasion de lire pour le plaisir auparavant. Et Oswald lui vint alors à l'esprit. Lena proposa donc de lui prêter ses romans préférés. Oswald arriva à ce moment-là, souhaitant discuter de quelque chose avec Filia. Autour d'une tasse de thé, il évoqua sa dispute avec Richard à propos de l'idée de l'amener ici. Filia ne voulait pas que cela dérange Oswald, mais cela le tracassait quand même. Il avoua qu'il était contre l'idée d'acheter une sainte comme une marchandise. Richard était déjà tendu pour d'autres raisons, et les deux frères avaient perdu leur sang-froid. Même maintenant, Oswald trouvait que c'était mal d'acheter quelqu'un. Il affirma qu'il ne voulait plus jamais refaire cela. Cependant, il était heureux d'avoir rencontré Filia. Cela fit même rougir Filia. Puis Oswald aborda enfin le sujet principal de sa visite, proposer à Filia d'essayer d'être tutrice. Lors du dîner, Filia exprima ses inquiétudes quant à sa capacité à être une bonne mentor. Lena lui répondit en affirmant que Filia était excellente pour enseigner, car elle savait toujours donner des explications claires et faciles à comprendre concernant ses responsabilités. En plus de cela, Lena pensait qu'une sainte en formation ferait une excellente compagne pour Filia. Sachant que la disciple était plus jeune qu'elle, Filia se souvint de sa sœur. Elle fut attristée de ne pas avoir reçu de réponse à la lettre qu'elle avait envoyée à Mia. Filia leur dit que la nourriture était bonne, ce qui ravit les deux servantes. Elle avait l'habitude de manger en silence, mais récemment, elle avait réussi à exprimer ses sentiments. Leonardo était particulièrement heureux, puisqu'il était celui qui préparait ses repas ces derniers temps. Mais les deux servantes n'étaient pas les seules à avoir contribué. Tout ce qu'il y avait sur la table, légumes, fruits, viande et œufs, avait été envoyé par les habitants, en remerciement pour ce qu'elle avait fait. Même les fleurs. C'était presque comme si tout le royaume dînait avec eux. Filia rayonnait intérieurement. Échanger des livres avec quelqu'un, améliorer un repas grâce à de la compagnie. Après avoir été seule si longtemps, elle découvrait des choses qu'elle n'avait jamais connues. Pendant que Filia savourait son repas imprégné de l'amour du peuple de Parnacorta, Mia feignait de savourer son repas préparé avec les meilleurs ingrédients achetés grâce à l'argent de Julius. Mais de retour auprès de Filia, elle fut choquée de recevoir enfin une lettre de Mia. Elle comprit alors que Mia n'avait jamais reçu sa lettre, même si le messager royal de Parnacorta avait assuré à Leonardo l'avoir livrée au domaine Adenauer. Filia comprit que ses parents avaient dû détruire sa lettre. En entendant cela, Lena et Leonardo convoquèrent Imari. Imari était une autre membre de la garde personnelle de Filia, assignée par la famille royale. Elle avait en fait été aux côtés de Filia tout ce temps, dans l'ombre, depuis son arrivée. Imari était une ninja. Filia avait entendu parler des ninjas, des guerriers du royaume insulaire de Murasame, au nord-est, spécialisés dans l'infiltration et la reconnaissance. Imari accepta alors la mission de livrer directement des lettres à Mia, pour le compte de Filia et du clan Fuma. Filia s'inquiétait, sachant que Imari devrait traverser des forêts infestées de monstres et que ceux qui voulaient empêcher Mia de la retrouver pourraient lui nuire. Mais Imari avait confiance en ses capacités. Depuis l'ombre, elle avait vu Filia tenter de sauver ce royaume, et elle était prête à risquer sa vie pour sa maîtresse. Ainsi, Filia lui confia sa mission, en précisant que si elle risquait d'être découverte, elle devait fuir. Mais si possible, elle devait aussi protéger sa chère sœur, et si quelque chose arrivait à Mia, Imari devait s'enfuir avec elle. Pendant ce temps, Mia invoqua le dernier pilier de la journée, recevant les éloges des chevaliers pour avoir accompli les rituels plus vite que Filia. Mia trouva leurs compliments absurdes. Il était vrai qu'elle finissait plus rapidement les rituels, mais c'était tout. Ses barrières étaient bien plus fragiles que celles de Filia. Si un grand nombre de monstres apparaissaient soudainement, ces barrières se briseraient. Pour éviter cela, elle était obligée de forger plusieurs couches de barrières supplémentaires, ce qui, évidemment, prenait plus de temps. C'est alors qu'une horde de monstres surgit. Mia ne les remarqua pas approcher, pour une raison inconnue. En les éliminant, elle se retrouva seule, tous les chevaliers ayant fui comme des lâches. Quel genre de garde royale était-ce donc? Elle s'effondra d'épuisement directement dans les bras d'Imari, mais Mia prit Imari pour un jeune homme gentil et mystérieux. Imari lui remit alors la lettre, lui faisant signe de garder cela secret. Mia, inquiète pour sa sœur, écouta Imari lui expliquer que Filia allait bien, que Parnacorta lui était redevable, et que l'affection du peuple allait au-delà de la simple gratitude, il voulait l'aider de toutes les manières possibles. Mia ressentit un immense soulagement en sachant que sa grande sœur était entourée de personnes qui se souciaient d'elle. Avant qu'Imari ne parte, Mia lui dit qu'elle laissera sa porte ouverte le soir, et lui demande si elle pouvait venir et lui parler davantage de sa sœur et de la lettre reçue. Elle resta cependant bouche bée en voyant Imari descendre du plafond dans son costume de ninja. Passé ce choc, et apprenant qu'Imari était une fille, Mia la remercia pour la lettre et comprit enfin la menace qui pesait sur son royaume. Elle gémit, souhaitant avoir pu voir Filia accomplir l'ancien rituel. Consciente qu'elle-même en était incapable, elle comprit qu'elle devait rassembler des forces armées. Ce ne serait pas facile, car le stupide prince en charge ne pensait qu'à lui-même. Se souvenant des paroles de Filia, Imari proposa à Mia de s'échapper. Et Mia y réfléchit sérieusement, sachant qu'elle pourrait ainsi retrouver sa sœur. Après tout, avait-elle encore une raison de rester dans un royaume qui avait méprisé et exilé sa chère Filia?
De retour à Parnacorta, Grèce Martia, la sainte de Bolmerne, fut accueillie par Philia. Et bon sang, Grèce était aux anges de rencontrer notre sainte parfaite. Elle parlait à toute vitesse, disant à quel point c'était un honneur de rencontrer Philia, et que d'avoir l'opportunité d'étudier sous la plus grande sainte de tous les temps était un rêve devenu réalité pour elle. Grèce brillait littéralement de joie. Nous faisons un flashback sur Oswald demandant à Philia de tutorer la famille Martilla, une famille qui a produit des saints pour le royaume de Bolmerne et qui entretient des liens profonds avec la famille royale du royaume. La famille Elkrantz, qui avait donné naissance au sein de Parnacorta, descendait également d'une branche de la famille Martilla. Étant donné la proximité géographique des deux royaumes, ils avaient eu beaucoup d'interactions avec la famille Martilla, et récemment, ils avaient envoyé une demande afin d'apprendre la magie de purification auprès de Philia. Ils souhaitaient envoyer leur quatrième fille, Grèce, pour étudier ici. Malgré l'enthousiasme débordant de Grèce, son majordome personnel, Arnold, expliqua calmement qu'elle était tout simplement une grande admiratrice de Philia. Elle travaillait chaque jour avec diligence dans l'espoir de devenir un jour une sainte comme elle. Toutefois, Grèce bougonnait un peu, confiant à Arnold qu'elle avait envie de dire à Philia en personne à quel point elle l'admirait. Philia pouvait déjà sentir que la vie au manoir allait devenir bien animée pour un moment. Cependant, il pourrait y avoir des difficultés, car le grand cercle de purification nécessitait une grande connaissance des rituels anciens, et tout le monde n'était pas capable de les exécuter. Philia savait qu'il ne s'agissait pas d'un talent particulier, mais plutôt d'une question de savoir et de perception. Concernant le savoir, il fallait étudier la langue ancienne. Mia, par exemple, ne pouvait pas utiliser cette technique car elle ne connaissait pas la langue nécessaire. Philia aurait aimé pouvoir lui enseigner, mais contrairement à Mia, la famille Martilla semblait intégrer l'étude de la langue ancienne dans leur formation. Si Grèce maîtrisait suffisamment cette langue, elle pourrait très vite apprendre à utiliser le grand cercle de purification. Lors de leur première leçon, Grèce écoutait, les yeux brillants, pendant que Philia expliquait. Philia aborda alors la notion de perception, expliquant que Grèce devait s'exercer à percevoir la puissance magique naturelle nécessaire pour pratiquer les rituels anciens, ce qu'on appelait le mana. Grèce n'avait jamais entendu ce terme auparavant, alors Philia le lui expliqua. Généralement, on lançait des sorts en utilisant sa propre puissance magique interne, appelée Odé. En revanche, la puissance magique provenant du monde naturel s'appelait le mana. Beaucoup de rituels anciens, comme le grand cercle de purification, étaient d'une telle ampleur qu'il serait difficile de les réaliser uniquement avec sa propre magie intérieure, aussi utilisait-on le mana pour combler les écarts. Voilà pourquoi ce premier défi consistait à apprendre à percevoir le mana. Elle demanda donc à Grèce de se tenir dehors, de ressentir la lumière du soleil, d'écouter le bruissement des feuilles, et d'entrer dans un état méditatif en sentant la puissance de la nature traverser son corps. Grèce fit plusieurs tentatives, mais ne réussit pas vraiment à saisir le concept. Cela rappela à Philia ses propres débuts dans l'apprentissage. Grèce finit par fondre en larmes, incapable de sentir le mana, elle arrivait bien à percevoir qu'il existait une certaine force dans la nature, mais c'est à peu près tout. Philia lui dit alors que c'était suffisant. Cette sensation faible mais présente signifiait qu'elle était capable de percevoir le mana. Tant qu'elle affinerait ce sens, avec le temps, elle serait capable d'interagir avec lui également. Philia donna alors un exemple de la façon dont on peut visualiser le mana, en invoquant le rituel ancien, le manteau de lumière, faisant ainsi visiblement émaner le mana autour d'elle. Mais Grèce, en réponse, ne put que commenter à quel point Philia était belle, la comparant à un ange. Philia ne comprenait absolument pas ce qui se passait ici. On aurait dit que Grèce buvait littéralement chacune de ses paroles. Elle se demandait pourquoi quelqu'un d'un autre royaume, qu'elle n'avait jamais rencontré avant, la traitait ainsi. Soudain, Grèce s'exclama, honnêtement, vos livres, traités de la sainteté, sont ma Bible personnelle. Ah oui, Philia avait complètement oublié qu'elle avait publié des livres. Elle avait même refusé plusieurs fois les propositions de son éditeur, estimant que cela n'avait aucun rapport avec ses devoirs de sainte, mais avait fini par céder. Ces ouvrages n'étaient qu'une compilation des enseignements qu'elle avait acquis durant son temps en tant que sainte, ainsi que de ses recherches générales. Mais pour Grèce, ces livres de Philia l'avaient portée à travers ses heures les plus sombres. Quatrième fille d'une famille de saints, sans talent particulier, elle n'avait réussi à persévérer dans un entraînement intense que grâce à la lecture du traité de la sainteté, touchée par ses enseignements. Elle rêvait de devenir un jour comme Philia. Rien qu'en lisant ses écrits, Grèce avait compris que Philia ne jugeait pas, contrairement à ce qu'on retrouvait souvent dans les textes d'autres auteurs, au contraire, ses écrits reflétaient le cœur impartial d'une personne presque maladroitement dévouée à son article. Elle n'en revenait pas qu'une personne comme Philia puisse exister. Elle avait toujours voulu la rencontrer pour lui dire merci d'être devenue une sainte et d'avoir écrit ses livres. Ses écrits l'avaient sauvée. Philia se souvint alors de sa mère la réprimandant, l'accusant d'arrogance pour avoir publié des bêtises. Julius l'avait lui aussi critiqué, affirmant que ses livres n'étaient rien d'autre qu'une vantardise de ses accomplissements. Ils avaient même brûlé tous ses livres en ville et arrêté leur publication. Philia avait fini par croire que ce genre de traitement était normal. Elle regrettait même d'avoir jamais écrit quoi que ce soit.
Mais maintenant, elle voyait clair, le monde dans lequel elle avait vécu était extrêmement restreint. Pendant une pause thé, Grace était folle de joie d'apprendre qu'elle était la première apprentie de Philia. Elle trouvait les explications de Philia faciles à comprendre, et les encouragements qu'elle recevait la motivaient encore davantage. Philia n'en prenait pas tout le mérite, expliquant qu'elle faisait simplement ce qu'on lui avait appris lorsqu'elle-même était apprentie. Son ancienne maîtresse était Hildegard Adenauer, la précédente sainte de Girtonia, et aussi la sœur aînée de son père, donc sa tante paternelle. Elle était stricte, même impitoyable. Elle avait abandonné Philia sur une montagne en hiver pour lui apprendre à survivre seule, l'avait enterrée dans le désert entièrement par elle-même, et l'avait obligée à s'allonger sur des lits de chardon pour pratiquer le contrôle de sa magie. Ce ne sont là que quelques exemples de ses méthodes d'enseignement. Grace demanda pourquoi Hildegard avait été si dure avec Philia. Elle pensait qu'une personne soit méchante ou gentille, qu'elle vous aime ou vous déteste, il y avait toujours une raison derrière tout cela. Philia se souvint alors d'Hildegard lui ayant un jour présenté des excuses. Mais Hildegard avait toujours eu une mauvaise relation avec les parents de Philia, et Philia lui ressemblait énormément quand elle était jeune. Elle avait dit à Philia que ce n'était pas sa faute si ses parents la détestaient. C'est pour cette raison qu'elle s'était tellement investie à rendre Philia forte, afin qu'elle puisse rebondir face à toutes les difficultés que la vie lui jetterait à la figure. Ce n'est qu'aujourd'hui que Philia réalisait que son professeur s'était toujours inquiété pour elle. Elle n'en revenait pas d'avoir mis si longtemps à comprendre quelque chose d'aussi important après avoir quitté le royaume. Elle espérait que sa mentor pourrait lui pardonner. Plus tard, en discutant avec Lena à propos du roman romantique qu'elle lui avait emprunté, Philia voulait savoir pourquoi le personnage principal acceptait de s'enfuir avec son amoureux, même si c'était mal. Lena répondit que, finalement, le désir d'aimer l'emportait. Ensuite, Philia reçut un message de Imari disant simplement « livraison effectuée ». Puis vint le prochain ordre du jour, Grace demanda à visiter la tombe d'Élisabeth. Nous apprenons qu'Élisabeth est décédée il y a 3 mois, et qu'elle était la cousine aînée de Grace. Lise était née avec une constitution fragile, aussi le père de Grace s'inquiétait-il souvent pour elle. Grace venait souvent à Parnacorta pour la voir. Le prince Richard arriva ensuite avec des fleurs, surpris de voir Philia, ainsi que Grace, qu'il prit brièvement pour Lise. Il visitait souvent la tombe, puisque lui et Lise avaient été fiancés auparavant. À chaque fois, il apportait des fraisiers dorés, ses fleurs préférées. Il aurait aimé lui offrir des cadeaux plus raffinés, mais elle lui avait dit que l'odeur de ces fleurs lui rappelait toujours lui. Il ne savait jamais quoi répondre à cela. Philia avait du mal à comprendre les émotions, mais même elle pouvait sentir qu'il était encore profondément amoureux d'Élisabeth. Grace fut surprise, elle ne pensait pas rencontrer un jour le prince Richard. Elle avait entendu dire que ses devoirs le tenaient terriblement occupé. C'était la première fois que Philia voyait quelqu'un aimer avec autant d'intensité. Elle n'avait jamais vraiment été aimée avant. Elle n'était même pas certaine de ce qu'était l'amour. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle avait passé tout ce temps à chercher à obtenir l'amour des autres, et peut-être n'avait-elle jamais vraiment essayé d'aimer quelqu'un d'autre. Le lendemain, voyant Philia, Lena mit en place un plan pour lui faire livrer quelque chose à sa place. La livraison était bien sûr destinée au prince Oswald. Une fois sur place, Philia tenta de s'éclipser discrètement, mais il la retint, montrant qu'il y avait assez de nourriture dans le panier pour 2 personnes. En mangeant ensemble, elle remarqua la beauté du jardin qu'il entretenait seul, sans aucune aide, et se demanda pourquoi. Elle fut surprise d'apprendre que c'était parce qu'il n'avait aucun intérêt pour le trône. Pourtant, malgré ses sentiments, les nobles autour de lui insistaient pour former des factions et défendre sa candidature. Il ne le supportait pas. Il aimait profondément son royaume et sa famille, alors il avait décidé de jouer le rôle du fils dissipé, jugé indigne de faire de la politique. Et voilà tout. Philia comprit qu'il n'était pas d'abord un prince, mais plutôt une âme bienveillante qui aimait sa famille. Elle mentionna alors qu'elle avait rencontré Richard récemment, et Oswald fit un commentaire sur l'amour de son frère pour Élisabeth. Il trouvait incroyable de voir son frère si sérieux tomber éperdument amoureux d'une fille. Richard avait dit un jour que protéger la sainte était le devoir d'un roi digne de ce nom, mais il n'avait pas réussi à la sauver. Richard regrettait profondément, disant « Quel genre de futur roi ne peut pas protéger la femme qu'il aime ?» Comme pour se punir, il se consacrait sans relâche à ses devoirs. Oswald savait que son frère avait besoin de temps, mais il était aussi frustré de ne pouvoir faire autre chose que d'observer jusqu'à ce que les blessures de Richard cicatrisent. Il pensait aussi que Richard aurait eu besoin d'un passe-temps. Lui, jouant le rôle du fils désinvolte, passa un moment à réfléchir à ce qu'il devrait faire. Il se dit que si jamais il choisissait un hobby, ce ne devrait pas être uniquement pour lui-même. Il voulait aussi apporter de la joie aux gens autour de lui. Et il demanda alors à Philia si elle ressentait la même chose. Philia sentit à nouveau sa douleur intérieure, jusqu'à ce qu'elle pense à Mia et aux nouvelles personnes autour d'elle qui étaient toujours reconnaissantes. Elle avait toujours cru qu'en tant que sainte, elle devait renoncer à ses propres désirs et se consacrer entièrement à la prospérité de son royaume. Mais en réalité, elle cherchait surtout à rendre ses parents heureux. Elle pensait que si elle ne réussissait pas à les rendre heureux, à obtenir leur reconnaissance, leur amour, alors rien de tout cela n'aurait eu de sens. C'était la seule chose qu'elle voyait. Mais aujourd'hui,
Elle voyait clairement qu'il y avait beaucoup de personnes autour d'elle qu'elle rendait heureuse. Oswald se pencha alors vers elle et lui dit qu'elle s'en était très bien sortie. Et si ses parents refusaient de la reconnaître pour tout ce qu'elle avait fait, alors il le ferait à leur place. Il semblait un peu gêné, se demandant s'il n'était pas trop présomptueux. Mais non, elle avait toujours voulu entendre ces mots. Les larmes aux yeux, elle le remercia. Plus tard, on voit que Grace progresse beaucoup dans sa perception du mana. Elle et son majordome échangent quelques taquineries, principalement parce qu'il est chargé de rapporter ses progrès à son père, et qu'elle voulait qu'il arrête de la traiter comme une enfant maintenant qu'elle a 15 ans. Philia ne put s'empêcher de penser qu'elle aussi voulait aider les habitants de ce royaume qui avaient été si gentils avec elle. Cela lui rappela soudain quelque chose concernant les rituels anciens, mettant fin à la leçon de Grace pour la journée. Cependant, dans le bureau de Richard, Oswald n'était pas content. Ils avaient reçu une demande du royaume de Girtonia exigeant qu'il leur restitue la Sainte Philia. Alors que la proposition de Mia de rassembler les troupes était rejetée par Julius en préparation à une riposte contre le royaume démoniaque, elle repensait à Imari, qui lui avait donné l'option de fuir Girtonia. Cependant, elle n'avait aucune intention de fuir l'homme même qui avait vendu sa sœur. Il continuait de la réprimander pour avoir adopté les mauvaises habitudes de sa sœur, lui rappelant que la politique était une affaire d'hommes et qu'il n'y avait aucune raison de financer ou mobiliser des forces pour quelque chose qui ne se produisait que tous les quelques siècles. En réponse, Mia lui demanda ce qu'il en était de la généreuse compensation qu'il avait reçue en envoyant Philia à Parnacorta, et il s'avéra qu'il avait déjà dépensé la majeure partie pour une gigantesque statue en or de lui-même qui devait être dévoilée à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de leur nation. Mia fut furieuse en l'apprenant, et moi aussi je le serais. L'ego de ce type, qui ne fait rien d'utile au passage, est hallucinant. Le roi fit soudain irruption dans la pièce, ce qui fit légèrement reculer Julius. Le roi Fernando voulait confirmer que le royaume démoniaque approchait. Alors que Julius tentait une fois de plus de rejeter la confirmation de Mia sous prétexte qu'elle était une femme, le roi fit taire son fils, avec la logique évidente que personne ne connaissait mieux les monstres qu'une sainte. Il était déjà mécontent que Julius ait envoyé Philia dans un autre royaume sans son autorisation. En entendant cela, Mia vit sa suspicion confirmée, la vente de sa sœur était bel et bien une idée de Julius. Quel culot, ce second prince. Il prétendit que ce n'était pas son idée, mais que Philia avait insisté pour aller aider leurs pauvres voisins. Mais le roi fit remarquer que, même si c'était le cas, Julius avait le devoir, en tant que fiancé de Philia et prince du royaume, de l'en empêcher. Le roi se mit alors à tousser violemment, et Mia lui demanda avec inquiétude s'il utilisait toujours le remède issu de la recette que sa sœur lui avait laissée. Mais il s'avéra que l'un des conseillers avait affirmé avoir perdu la recette dans une erreur. En voyant le sourire narquois de Julius, Mia comprit alors que c'était la véritable raison pour laquelle il avait envoyé Philia loin d'ici. Ce malade voulait voir son propre père mourir pour pouvoir régner librement sur le royaume. Elle devait agir. Elle continua de jouer de ses charmes, disant à Julius que malgré ses paroles rassurantes, elle se sentait très effrayée. Elle lui demanda de l'accompagner dans ses fonctions le lendemain. Ils se retrouvèrent complètement entourés de monstres dans la forêt. Pris de peur, Julius poussa l'un des soldats en lui criant de tuer les bêtes immédiatement. Le plan de Mia était d'amener Julius en première ligne, afin qu'il voie de ses propres yeux les effets de l'approche du royaume démoniaque, provoquant l'apparition massive de groupes de monstres. En les voyant lui-même, il reviendrait sûrement à la raison. Après l'élimination des monstres, Julius tenta de s'éclipser sous prétexte d'un mal de ventre. Mia était joyeuse, lui demandant s'il avait vu à quel point la situation était devenue dangereuse à cause de son incompétence. Mais non, il répondit que ce n'était pas dangereux du tout, affirmant bêtement que Mia et les meilleures troupes de Girtonia faisaient du bon boulot. Ce gars est aveugle ou quoi? Il l'assura qu'il n'était pas ébranlé, et que son mal de ventre ne signifiait qu'une chose, il voulait rentrer chez lui. Mais c'était impossible avec la horde de gobelins qui fonçait droit sur eux. Elle essaya de l'avertir qu'à ce rythme, tout le royaume allait être submergé. Elle voulait qu'il imagine un monde où même la capitale ne serait plus sûre. Mais il hurla qu'il ne recevait pas d'ordre de femme, et l'accusa d'essayer d'imiter Philia. En ne souriant pas et en ne se tenant pas en retrait. Mia pensait depuis un moment déjà que Julius souffrait d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa sœur. Il se cacha derrière Mia pour se protéger, la poussant, incroyable. Quel droit avait ce type de dire à une femme quelle était sa place? Alors qu'il geignait et tremblait de peur à l'idée de mourir, Mia élimina les monstres grâce à sa magie. D'une façon ou d'une autre, à la fin de tout ça, il se convainquit que ce n'était pas de sa faute. Et sa solution maintenant, c'était de rappeler Philia et de la faire tuer tous ces monstres. Mia essaya de lui dire que Parnacorta ne rendrait pas sa sœur, même s'il payait le double de ce que Parnacorta leur avait versé. Mais Julius répondit bêtement que Philia ne valait pas tant que ça, et que tout ce qu'elle savait faire, c'était dresser quelques barrières à moitié efficaces. Il était frénétique, disant à Mia qu'elle n'avait pas besoin d'être comme Philia, qu'elle devait juste faire son travail aussi discrètement que possible. Mia comprit alors que, peu importe ce qu'elle dirait, il ne l'écouterait jamais. Elle devait encore trouver un moyen d'affronter le royaume démoniaque. Ailleurs, marchant dans les champs de blé, Mammon, un démon,
et essayait de draguer une fermière de passage. Il l'appelait magnifique, chérie, ce qui lui valut malheureusement de se faire trancher la tête par sa maîtresse Erza. Évidemment, la spectatrice prit la fuite. L'exorciste de l'archevêque ramassa la tête de son familier démoniaque et la remit sur son corps, tout en exprimant son inquiétude quant au retour de l'archidémon Asmodée. Mammon, lui, restait parfaitement calme, c'était aussi un démon, après tout. Mais Erza rappela à Mammon qu'Asmodée était bien plus haut placé que lui. L'âme d'Asmodée avait été scellée il y a 400 ans par la sainte Fianna, mais l'approche du royaume démoniaque affaiblissait ce sceau. C'est pourquoi l'Église avait envoyé ces deux-là pour cette mission. Tard dans la nuit, Julius était furieux. Depuis qu'il avait vendu Filia, sa vie n'était qu'un enfer. Il se demandait jusqu'à quel point elle comptait l'humilier. Depuis qu'il était enfant, il avait toujours fait de son mieux pour répondre aux attentes des autres. Son frère aîné était un reclus inutile. Tout le monde lui avait dit qu'il méritait de prendre le trône à sa place. Sa vie était parfaite, jusqu'à ce qu'il rencontre Filia. Il rejetait son titre de sainte parfaite, ajoutant que la seule chose dont une femme avait besoin, c'était d'être belle. Les femmes n'avaient qu'à sourire et être charmantes. Mais au lieu de ça, Filia donnait des ordres aux hommes et ignorait même ses opinions. Le marquis Pils apparut soudain pour confirmer la logique du prince. Il était là depuis tout ce temps, et disait maintenant à Julius qu'il était temps de montrer à Filia le véritable pouvoir du prodige de ce royaume, en parlant de Julius. Il expliqua qu'il restait encore un trésor laissé par sainte Fianna, soigneusement conservé. Ce trésor, dont Julius n'avait jamais entendu parler auparavant, était une bague cachée sous l'église de la capitale, renfermant tout le pouvoir magique de la légendaire sainte Fianna. Celui qui briserait ce sceau obtiendrait une puissance phénoménale. Il réussit facilement à persuader Julius d'aller le chercher, sous prétexte que plus jamais personne n'aurait à lui dire quoi faire. Il exploita ses insécurités, ajoutant qu'il pourrait même surpasser Filia. Julius transpirait à l'idée de montrer sa supériorité. Et avec le marquis brillant d'une lumière sinistre tout en quittant la pièce, et Julius se demandant comment il était arrivé dans le couloir, il devenait clair qu'il était simplement possédé par un démon. Du côté de Parnacorta, les compagnons de Filia avaient du mal à croire que Girtonia voulait son retour. Filia était attristée, sachant qu'elle devait rester dans la capitale pour maintenir le grand cercle de purification, c'est pourquoi elle avait envoyé Imari pour aider Mia à élaborer un plan. Mais elle soupçonnait le prince Julius de l'avoir contourné. Elle ne savait pas quoi faire. Oswald s'adressa à son regard inquiet, lui disant de regarder autour d'elle, car elle n'avait pas apporté ce fardeau seule. Il pensa que l'état de Girtonia nécessitait juste une amélioration et, en guise de compromis, il était prêt à envoyer les chevaliers de Parnacorta pour les aider. Ils étaient très compétents et pourraient aussi être utiles à Mia. Il voulait les soutenir et apaiser la conscience de Filia. Filia le remercia avec soulagement, puis se précipita frénétiquement pour lui préparer du thé. Plus tard, alors que Filia aidait Grèce à s'entraîner, elle fut informée qu'un message de Mia lui était parvenu. Elle apprit que sa recette destinée à soigner la santé déclinante du roi avait été détruite, et que le prince Julius était derrière tous les problèmes survenus à Girtonia. Mia faisait de son mieux pour tenter de le renverser politiquement. Filia n'arrivait pas à croire que sa sœur chaleureuse et gentille, qui ne voulait blesser personne, allait aussi loin. Filia décida de répondre en envoyant une recette améliorée à Imari. Elle était tellement meilleure qu'elle pourrait même guérir complètement le roi. Si le roi Fernando se rétablissait, elle croyait que la politique de Girtonia pourrait se stabiliser. Et avec les chevaliers de Parnacorta protégeant Girtonia, cela allégerait le fardeau de Mia. Elle pensait que cela suffirait, mais ne pouvait chasser l'inquiétude qui pesait encore sur son cœur. Elle espérait que sa sœur serait en sécurité. De retour à Girtonia, Imari proposa d'éliminer Julius personnellement. Elle suggéra le poison comme la méthode la plus efficace, à introduire dans son sang à l'aide d'une sarbacane. Mais Mia ne voulait rien d'aussi radical, elle voulait seulement lui retirer son pouvoir. Et en plus, si quelqu'un accusait Parnacorta de l'assassinat, cela pourrait provoquer une guerre totale. Elle voulait quand même qu'il paie pleinement pour la façon dont il avait traité sa sœur, qu'il s'excuse sincèrement et se repente de sa folie. Elle cria son désir de le voir banni du royaume. À cela, Imari rappela à Mia qu'elle pourrait y parvenir grâce à son statut de sainte. Mia remit en question la moralité d'un tel acte. En tant que sainte, elle était la protectrice de ce royaume et la sauveuse de son peuple. Elle se demandait si elle devait vraiment agir par pure rancune personnelle. Une fois tout cela terminé, se demandait-elle, pourrait-elle encore être leur saint? Et maintenant, elle ne se souvenait même plus du type de sainte qu'elle voulait être. Il y a 3 ans, Mia, alors âgée de 15 ans, reçut des éloges pour son travail et fut informée que sa grande sœur Filia ferait ses débuts en tant que sainte le lendemain. Elle fut choquée, car leurs parents ne le lui avaient jamais dit auparavant. Sa mère lui expliqua que c'était l'idée de Filia de quitter la maison et de s'entraîner à l'église pour devenir une véritable sainte, et qu'il voulait respecter son souhait, limitant leur contact avec elle à sa demande. Filia était d'1 an son aînée, et aussi loin que Mia pouvait s'en souvenir, elles n'avaient jamais vécu ensemble. C'était tout ce qu'il lui fallait pour enfiler une perruque, s'éclipser en douce et en apprendre plus. Elle se rendit dans la capitale sous déguisement,
pour voir Filia créer des piliers de lumière dans sa première mission de sainte de Girtonia. Elle tenta de se faufiler pour avoir une meilleure vue, mais cela la fit se retrouver face à un monstre. Elle reconnut ses torts, sachant qu'elle venait d'une lignée sainte, mais n'avait jamais suivi d'entraînement, pensant pouvoir tout laisser à sa sœur. Elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit, pas même à quel point c'était dangereux hors de la ville. Alors qu'elle hurlait à l'aide, Filia apparut, terrassant le monstre avec le jugement d'argent. Et tandis que Filia était appelée à participer à la cérémonie, Mia tomba à genoux, en larmes devant à quel point sa sœur ressemblait à une héroïne. C'était sa redécouverte de Filia, la plus puissante des saintes, et Mia voulut devenir comme elle. Aider les gens, peu importe leur rang. Devenir un bouclier pour protéger son royaume. La plus grande sainte de tous les temps, son modèle, son étoile du Nord. Sa sœur avait toujours combattu en première ligne de toutes ses forces. Même lorsqu'elle fut rejetée, même quand elle partit, elle ne se plaignit pas. Elle ne blâma personne, n'en voulut à personne, et ne chercha pas la vengeance. Elle pria simplement, en silence, pour la sécurité des autres. Mia versa des larmes, reconnaissant qu'elle ne pouvait sacrifier le symbole que représentait Filia pour satisfaire son propre désir de vengeance. Mais elle ne pouvait pas non plus supporter ceux qui avaient été si cruels avec la personne qu'elle admirait. Elle les haïssait tous. Elle comprenait cela rationnellement, mais ses émotions ne l'écoutaient pas. Imari lui attrapa les bras, pour lui dire que c'était normal. Elle dit à Mia de rester fidèle à elle-même, d'être honnête. De ne pas se forcer à devenir une sainte comme Filia, de ne pas croire qu'il existait une réponse évidente entre le bien et le mal, et surtout, de laisser son vrai cœur se révéler avec le temps. Imari était certaine que tant que Mia continuerait d'avancer, elle parviendrait un jour à surmonter ses émotions. Elle avait juste besoin d'être elle-même, et de travailler à sauver le royaume à sa manière. Mia s'illumina à cette idée, mais savait que trouver sa propre voie serait encore plus difficile que de ravaler sa colère. Néanmoins, elle voulait que sa fureur devienne l'étincelle qui embraserait son cœur. Elle allait continuer à haïr Julius comme une partie de ses obligations de sainte, et exposer ses plans pour le briser complètement. Elle acceptait son égoïsme, voulant à la fois le salut de son royaume, et la vengeance. Mais d'abord, elle devait confier les affaires politiques à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que le roi se remette. Son plan était de faire appel au prince héritier Fernand, qui était confiné dans sa chambre par les partisans du prince Julius. Le matin, Pierre, un chevalier, rencontre Mia pour l'informer qu'il a été nommé chef de sa garde personnelle. Mais avant de se rendre à ses obligations, elle lui demande de l'escorter auprès du prince héritier Fernand. Il ne s'attendait pas à ce que Mia soit de leur côté, puisqu'il avait reçu cette mission directement de Fernand. Le soutien envers le prince héritier est courant parmi les soldats, même s'ils gardent leur loyauté secrète pour que le prince Julius ne le découvre pas. C'était exactement ce qu'Imari avait dit à Mia. Le prince Fernand est malade depuis sa naissance. Les nobles qui soutenaient le prince Julius ont profité de cette faiblesse pour écraser la faction du prince héritier. Pierre ajoute que Julius traite les soldats comme des pions, les épuisant au travail, tout en détournant la main-d'œuvre pour construire sa statue en or. Malheureusement, à présent, Fernand dépérit autant physiquement que moralement. Ce qui est compréhensible, puisque Julius et ses acolytes l'ont expulsé du château principal sous prétexte de convalescence, le plaçant en résidence surveillée. Le prince héritier s'est résigné à son sort. Quand le roi a découvert ce que faisait Julius, il est entré dans une rage folle et a levé l'assignation à résidence de Fernand, mais ce dernier a refusé sa liberté et vit encore aujourd'hui caché dans ce domaine. Mia est choquée d'apprendre que cela dure depuis 12 ans. Elle comprend que cela lui demandera plus d'efforts que prévu. Mais Girtonia n'a pas de temps à perdre. Elle doit absolument l'atteindre, coûte que coûte. Lorsqu'elle se présente devant Fernand, il se met à tousser immédiatement. Il est surpris, se souvenant que la fiancée de Julius s'appelait Filia. Mais quand Mia lui révèle tout ce qui s'est passé, Fernand comprend alors que Julius agit à la place de leur père et qu'il compte probablement l'écarter bientôt. Mia supplie le prince de se dresser contre son jeune frère et de sauver le royaume. Elle lui fait savoir que beaucoup de gens souhaitent le voir monter sur le trône. Fernand les rejette, affirmant que ceux qui veulent le voir gouverner ne sont que des traditionalistes attachés aux apparences, convaincus que l'aîné doit hériter. Mia répond avec émotion. Elle essaie d'expliquer que Girtonia est au bord du désastre, et que si Julius reste au pouvoir, le royaume tout entier chutera. Fernand lui demande alors pourquoi elle parle aussi mal de son fiancé, et s'il s'agit de haine. Voyant à quel point Mia est sincère, il lui demande ensuite de partir, se cache sous sa couverture et refuse de l'aider, se moquant du désastre potentiel. Ainsi, dans l'exercice de ses fonctions, Mia finit par s'écrier furieusement que les deux frères sont tellement têtus. Même en entendant sa frustration, Pierre et les chevaliers restent fidèles au prince héritier. Pierre avait un jour suggéré à Fernand de sortir plus souvent, mais ce dernier a rejeté l'idée en bloc. Mia, au bord du désespoir, pense que Fernand a perdu toute volonté après une décennie passée enfermée. Elle commence alors à chercher une solution, décidant que sa priorité serait d'augmenter l'endurance de Fernand et de soigner sa maladie. En entendant cela, Pierre se souvient que l'état de Fernand s'était amélioré pendant un temps grâce aux médicaments préparés par Sainte Filia.
Mia pense d'abord que Julius a peut-être saboté ce médicament. Mais en réalité, après l'amélioration de la santé de Fernand, autre chose s'est produite. Pendant ce temps, à Parnacorta, Filia faisait de l'artisanat, confectionnant des bijoux. Elle voulait offrir un cadeau à Oswald, qui a été si gentil avec elle depuis son arrivée. Lena est émerveillée, trouvant inspirant qu'une fille aussi peu préoccupée par la mode que Filia veuille offrir un bijou fait main. Filia se lève alors pour offrir un bracelet à Lena, qui lui fait un gros câlin en retour. Elle adore le cadeau et promet de le chérir pour toujours. Peu après, Leonardo arrive avec un rapport de Imari sur la situation à Girtonia. Mia interroge Fernand sur la raison pour laquelle il a arrêté de prendre le médicament de Filia. Fernand se crispe, qualifiant ce médicament de terrible. Il pense qu'améliorer sa santé ne ferait qu'attirer les conflits, et pousserait Julius à vouloir le tuer. Lorsqu'il a commencé à se sentir mieux, il n'arrivait plus à cesser de trembler. Se rétablir ferait ressurgir les discussions sur sa succession. Il ne voulait pas mourir. Et il ne prendra pas un médicament dont il connaît les conséquences. C'est vraiment tragique. Mia lui propose alors sa protection. Une garantie de sécurité s'il accepte de le prendre. Le prince ne sait pas comment réagir, mais finit rapidement par rejeter l'offre. Quoi qu'il en soit, Mia n'a pas l'intention d'abandonner. De son côté, Filia est convoquée par le roi. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mal. Mais Oswald la rassure, son père veut simplement la rencontrer. Et si quelqu'un osait dire du mal d'elle, il leur couperait la langue comme le roi en m'a. Filia reconnaît cela comme un mythe de punition dans l'au-delà. Oswald est surpris qu'elle connaisse la mythologie de l'au-delà de Murazam. Il essayait juste de détendre l'atmosphère avec une blague. Mais il précise que si son père la blesse, il le confrontera sans hésiter. Voir Filia souffrir est la seule chose qu'il ne pourrait jamais supporter. Filia garde la tête froide, pensant que s'en prendre au roi passerait pour un scandale, ce qui fait éclater Oswald de rire. Il savait qu'elle dirait ça. Le roi et Gelstein Parnacorta présentent alors ses excuses à Filia pour avoir mis autant de temps à la rencontrer. Il avait beaucoup entendu parler d'elle par son fils, en particulier sur sa capacité à anticiper une menace potentiellement catastrophique pour le royaume et à agir préventivement avec brio. Il lui dit de relever la tête et lui fait savoir qu'il souhaite la récompenser pour ses actions. Il trouve qu'elle lui rappelle le prince Oswald, pour une raison qu'il n'explique pas. Elle pensa à la lettre reçue d'Imari, qui rapportait qu'il n'y avait aucune perspective d'amélioration à Girtonia, même avec l'aide de l'ancienne Sainte Hildegard. C'était trop à supporter pour Mia. Avant même que Filia puisse parler, le roi lui demanda si elle souhaitait qu'il ait de Girtonia. Et elle brisa son calme habituel pour dire qu'elle le voulait énormément. Elle se sentait tellement impuissante, sachant que sa sœur se battait avec acharnement sans aucun succès jusqu'à présent. Filia ne s'était jamais rendu compte à quel point elle avait peur de perdre sa sœur. Elle se demanda si c'était cela, ressentir une émotion. Elle essaya rapidement de se ressaisir et de demander pardon au roi pour s'être laissé aller. Mais le roi connaissait déjà sa demande depuis le début, il voulait juste l'entendre de sa bouche. Il lui demanda si elle avait peur de dire ce qu'elle pensait, lui expliquant que le seul moyen de faire avancer les choses est de parler franchement, et de faire confiance à ceux qui l'entourent, de leur demander de l'aide. Il lui recommanda même d'être plus égoïste. Il approuva ensuite l'envoi des chevaliers de Parnacorta à Girtonia, et ordonna à son fils d'entamer immédiatement des discussions avec leurs dirigeants. Le roi voulait que Filia soit sereine, car elle avait sauvé leur royaume, et il se sentait responsable d'exaucer ses vœux. Quant à son fils paresseux, il voulait qu'Oswald réfléchisse à plus de moyens d'aider Filia. Le père et le fils échangèrent une plaisanterie. Oswald raconta ensuite à Filia la recrudescence des monstres aux frontières, pensant qu'à ce rythme, même leurs chevaliers ne pourraient pas les contenir éternellement. Filia eut une idée à ce sujet. Mais elle n'était pas la clé de ce plan, ce rôle appartenait à Grèce. Elle lui expliqua que la façon la plus simple de sauver Girtonia serait de placer un grand cercle de purification sur tout le continent. Elle ne l'avait pas fait elle-même, car elle ne possédait pas assez de magie pour créer une barrière d'une telle ampleur. C'est pourquoi elle voulait emprunter le pouvoir magique de Grèce. Il existait un ancien rituel appelé le sort de convergence magique, qui permettait à plusieurs personnes de partager leur pouvoir magique entre elles. Mais Grèce seule ne suffirait pas non plus, car elle ne disposait pas de suffisamment de magie. C'est pour cela que Filia voulait lui enseigner le sort de convergence magique, et que Grèce l'enseigne à ses 3 sœurs aînées, qui étaient toutes des saintes. 5 saintes pourraient suffire. Elle supplia Grèce de l'aider, et Grèce accepta avec grâce, voulant faire sa part en tant que première élève de Filia. Les leçons commencèrent, jour après jour, Grèce travailla si dur qu'elle s'effondrait de fatigue chaque soir. Richard vint la voir pendant un entraînement, trouvant l'idée excellente, car protéger tout le continent mettrait les autres royaumes en dette sans sacrifice de leur part. C'était un geste logique pour une sainte agissant dans l'intérêt de Parnacorta. Filia confirma que c'était vrai, mais ajouta que cela la rendait heureuse de se dévouer à sa famille, à ceux qui l'entourent, et à des milliers d'inconnus qu'elle n'avait jamais rencontrés. À ces mots, Richard pensa aux fraisiers dorés. Il fit remarquer que se consacrer aux autres et à la prospérité du royaume était une obligation sacrée à laquelle ils étaient tous destinés dès la naissance. Mais il avait peut-être raté l'occasion de se dévouer à l'être qu'il aimait. Il conseilla à Filia de ne pas vivre uniquement pour les autres,
mais de penser aussi à elle-même. Alors qu'il prenait congé, Filia jura qu'elle ne mourrait pas. Si elle avait une obligation sacrée à accomplir, elle voulait vivre et la remplir aux côtés de ceux qu'elle aimait ici, parce qu'elle aimait ce royaume. Richard sourit doucement, sachant que Filia l'avait surpassé. Dans la chambre de Fernand, Mia ouvrit les rideaux pour laisser entrer le soleil, pensant que ce serait bon pour lui. Elle lui avait aussi préparé un déjeuner pique-nique. Il soupira, lui demandant pourquoi elle allait jusqu'à de tels efforts. Pierre lui dit qu'elle passait ses journées à tuer des monstres, ses nuits à flatter Julius, et qu'entre-temps, elle venait le voir ici. Il pensait qu'elle se forçait trop. Mais Mia sentait qu'elle n'avait pas le choix. Elle ne supportait pas l'idée qu'un parasite comme Julius ruine sa vie. Elle se demandait s'il souffrait intérieurement en voyant que celle qui voulait lui nuire avait tout ce qu'elle voulait. Fernand, en revanche, ne se pensait pas du tout fort. Il ne voulait pas qu'elle place ses espoirs sur un faible comme lui. Son père, sa mère, tout son entourage, sa santé les avait toujours déçus. Et pourtant, à un moment donné, il s'était mis à s'y appuyer. Son frère l'appelait une créature inutile. Il se répétait constamment qu'il était faible et malade, donc qu'il n'avait pas le choix. Il avait décidé qu'il ne s'en sortirait jamais et avait abandonné tout effort. Il avait peur, pas de mourir, mais de faire face à l'échec qu'il a été pendant tout ce temps. Mia interrompit son monologue, lui disant qu'il était exactement comme elle. Il n'en revenait pas de voir des larmes sur son visage. Elle était forte et sincère, rien comme lui. Mais Mia se ressaisit vite et lui dit que s'il ne se levait pas maintenant, il ne serait même pas un échec, parce que l'échec, c'est un droit qu'on gagne seulement quand on se bat. Si tout ce qu'il faisait était fuir et trouver des excuses, il ne mériterait même pas d'être qualifié d'échec. Elle lui dit ensuite qu'il n'y avait rien de mal à échouer. Échouer, c'est pouvoir relever la tête et dire qu'on n'a pas fui le destin, et que c'est une chose merveilleuse. Elle était si passionnée qu'elle sortit de la pièce en courant. Cela fit réfléchir Fernand, était-il vraiment si semblable? Peut-être qu'elle avait aussi été déçue d'elle-même, mais elle n'avait jamais cessé d'avancer. Il ouvrit le panier, sourit à la nourriture qu'elle avait préparée, pensant qu'elle devait en avoir assez de lui à ce stade. Et pourtant, il se leva finalement, pensant qu'il pourrait aller la voir maintenant. Il murmura que Mia avait fini par le faire céder. Près de la ligne défensive de la forêt sombre de Girtonia, Mia soignait les troupes revenues du combat. Pierre se sentait redevable envers Mia, mais Mia était tout aussi reconnaissante envers lui et son équipe. Il s'était chargé de la plupart des combats contre les monstres pendant qu'elle maintenait la barrière. Elle en avait assez de devoir constamment venir en aide à ses anciens camarades de la garde. De plus, le retour de sa tante Hildegard à ses fonctions de sainte avait été une bénédiction. Sans ce partage des responsabilités, Girtonia serait aujourd'hui en ruine. Mais même ainsi, cela ne leur avait fait gagner que quelques jours. La barrière érigée par Filia s'était brisée aujourd'hui. Et avec cela, une silhouette sombre s'était mise à traquer Sainte Filia. Elle s'était introduite dans la chambre de Filia, mais celle-ci l'avait rapidement piégée avec la technique, lien de la sainte, et la créature fut ensuite tuée par Erza. Filia reconnut en Erza une chasseuse de démons de l'église de Cremou. Erza était venue prévenir Filia de l'approche du royaume démoniaque, mais ne s'attendait pas à ce qu'Asmodée soit déjà assez puissant pour envoyer son ombre. Malgré tout, sa première cible était à 100% Filia. En route vers la réunion de défense nationale, Mia fut arrêtée par l'un des partisans de Julius, le marquis Pierce. Il avait entendu dire qu'elle se rendait fréquemment à la villa du prince Fernand, et remettait en question le comportement d'une jeune fille fiancée. Mia joua le jeu, répondant que le frère de son fiancé était en mauvaise santé. Quelle sainte serait-elle si elle ne se montrait pas préoccupée? Pierce se moqua de cette idée, lui disant de laisser Fernand tranquille, car c'était son propre choix de rester alité. Alors qu'il riait, elle serra les dents en pensant à la façon dont Julius et son cabinet avaient traité Fernand pour qu'il en arrive là. Mais alors qu'ils sont dans la salle de réunion, soudain, elle vit Julius choqué, pointant du doigt son frère aîné. Fernand était là. Et Fernand était à la fois sûr de lui et plein d'esprit, rappelant à Julius qu'il devait lui témoigner davantage de respect. Mia n'arrivait pas à croire que c'était le même Fernand qu'elle avait rencontré auparavant. Sachant que leur père était malade, il se préparait à endosser le rôle de prince héritier. Mia savait que cela risquait de provoquer Julius, mais c'était exactement ce que Fernand voulait. Il voulait pousser son frère à agir. Fernand questionna la décision de Julius de refuser unilatéralement l'aide de Parnacorta, alors que le roi était un vieil ami de leur père. Mais à cela, Julius répliqua brutalement que l'intention de Parnacorta était évidente, profiter du chaos pour les envahir. Pourtant, Fernand rappela à son frère que le royaume était sur le point d'être ravagé par les monstres. Mia remarqua que malgré son assurance apparente, Fernand tremblait et jouait un rôle. Bien sûr qu'il ne s'était pas remis aussi vite. Les traumatismes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais il se montrait à la hauteur. Et elle comptait bien le soutenir du mieux qu'elle pouvait. Cependant, elle perdit vite sa concentration lorsque Julius accusa Filia d'avoir refusé de revenir dans le royaume, la qualifiant de femme insensible, incapable d'aider sa patrie dans l'heure du besoin. Julius se leva et déclara que leur priorité était de dépouiller le marquis Adenauer de ses biens et de son titre, car les parents du traître devaient être punis. Il mit fin à la réunion. C'était le mieux que Fernand pouvait faire pour l'instant,
car les effets du médicament s'estompaient. Mia le remercia, soulignant à quel point il avait été impressionnant tout du long, et cela suffisait à le rendre heureux. Elle lui tendit la main, lui proposant qu'ils travaillent ensemble pour démasquer Julius, et il accepta volontiers la main de la femme qui lui avait donné du courage. Mais ils ignoraient que Julius contraignait les parents de Mia à participer à un plan machiavélique, sous peine de tout leur confisquer. Dans le royaume de Bolmern, au domaine Martilla, la sœur aînée de Grèce, Émilie, n'était pas ravie à l'idée d'élargir le grand cercle de purification et de jouer les seconds rôles face à Philia. Mais Grèce avait déjà obtenu l'approbation de leur père, il était si heureux qu'il était parti aussitôt demander la permission du roi. Grèce avait anticipé l'attitude d'Émilie, sachant qu'elle voyait en Philia, la plus grande sainte de tous les temps, une rivale. Émilie continuait de râler, mais fut interrompue par Amanda, la deuxième sœur, et Jane, la troisième, qui se montrait plus raisonnable. Elles étaient conscientes que la menace des monstres s'aggravait, et se moquaient de la jalousie d'Émilie, peu digne d'une sainte. En lisant les instructions de Philia, Émilie apprit rapidement la perception du mana grâce au sort, robe de lumière. Cela l'irrita, mais elle ravala sa fierté, déclarant à ses sœurs qu'elle devait maîtriser le sort de convergence magique et créer le cercle magique de taille continentale au plus vite. Pendant ce temps, Pierre informa Mia du prochain coup de Julius. Il faisait organiser une soirée par ses parents, invitant tous les nobles de Girtonia. Mais avant cela, elle fut sollicitée par le fils de Piers, qui avait quelque chose à lui avouer. Mia rentra chez elle épuisée, mais ne put se reposer longtemps, réveillée par les cris de son père envers sa tante Hildegard. Elle s'en fichait, car Hildegard était venue la voir. Cela faisait longtemps que Mia ne l'avait pas vue. Elle pensait que Hildegard et Philia se ressemblaient énormément, ce qui la fit fondre d'émotion. Mia était reconnaissante pour toute l'aide apportée par sa tante, mais Hildegard n'avait que faire des flatteries. Elle savait que son retour n'était qu'une goutte dans l'océan. Ce royaume était au bord de la chute face aux monstres, et sa disciple, Philia, aurait pu régler cela toute seule. Mia se sentit terriblement insuffisante. Cela dit, Hildegard alla droit au but. Elle voulait adopter Mia. Elle savait que la vengeance de Mia mènerait à la ruine de ses parents, tout comme celle de Julius. Hildegard faisait partie de la faction du prince héritier. Julius avait vendu sa précieuse élève. Elle ne pourrait jamais lui pardonner. Pierre expliqua à Hildegard que Mia avait rejoint leur camp, et elle attendait donc ce moment pour lui parler. Même si Hildegard avait perdu son mari, elle voulait trouver un moyen de soutenir Mia. Mia se demanda pourquoi sa tante voudrait l'adopter alors qu'elle se connaissait à peine. Et à cela, Hildegard répondit que les parents de Mia lui avaient déjà volé sa propre fille. Tout devint clair pour Mia. Autrefois, son père était jaloux de l'attention que leur mère portait à Hildegard, désignée comme futur saint. Il commença à répandre des mensonges malveillants sur elle, et au moment de la mort de leur mère, tout le monde les avait crus. Et bien qu'elle fût une sainte, Hildegard fut chassée de chez elle et perdit son statut au sein de la maison Adenauer. Son jeune frère, alors héritier de la lignée, se maria, mais n'eut pas d'enfant. En tant que chef d'une famille de saintes, il était impératif d'avoir une fille. Ils portèrent donc leur regard sur Philia, dont Hildegard était enceinte à l'époque. Lorsqu'il apprit que le bébé était une fille, il la lui vola, et fit courir la rumeur que l'enfant était mort-né. Quand Hildegard dit aux gens que Philia était sa fille, on crut qu'elle avait perdu la tête à cause du chagrin. Peu après, son mari, déjà malade, s'aggrava. Sa mort brisa le cœur d'Hildegard. Elle perdit toute volonté de se battre. Au final, la seule chose qu'elle put faire pour Philia fut de s'assurer qu'elle soit assez forte pour se débrouiller seule. Pour l'avoir abandonnée, elle se jugeait indigne de l'appeler « fille » et n'avait jamais eu l'intention de lui dire la vérité. Mia s'effondra, demandant pourquoi Hildegard lui révélait cela à elle. Mais tout simplement, c'était la vengeance personnelle d'Hildegard. L'image positive que Mia avait de ses parents vola en éclats. Cela avait marché. Le dernier espoir qu'elle avait en eux fut complètement anéanti. De plus, comme ces gens abominables avaient fini par avoir une fille, cela signifiait que c'était à cause de sa naissance que sa sœur avait été aussi maltraitée. Elle éprouva du remords envers la vie maudite qu'avait eue Philia. Hildegard eut l'idée d'adopter Mia après avoir reçu une lettre de Philia. Philia y parlait longuement de son inquiétude pour Mia, de l'amour qu'elle lui portait, et de la manière dont la gentillesse de Mia l'avait sauvée à l'époque. Mia et sa garde se retrouvèrent acculés. Chaque vague de monstres qu'elle vainquait était suivie d'une autre. Tandis qu'elle les combattait, Hildegard parcourait le royaume pour ériger des barrières. Mais à ce rythme, les piliers de lumière ne suffiraient pas. Le prince Julius refusait de reconnaître le danger, peu importe combien Mia insistait, il avait même refusé l'aide des chevaliers parnacortans envoyés par Philia. Elle ressentait viscéralement la présence du royaume démoniaque. Il n'avait plus de temps à perdre. Elle devait renverser Julius bientôt. Pendant ce temps, à Parnacorta, Elsa qualifiait d'insensée l'idée de Philia d'une barrière à l'échelle du continent. Mammon tenta de convaincre Elsa de ne pas être aussi pessimiste, mais cela lui valut simplement de se faire décapiter. En supposant que tout fonctionne, il devait ériger la barrière en 4 jours, sinon Girtonia ne survivrait pas. Reinhardt voulait confirmer la véracité de ses propos. Il était déjà au courant pour Elsa et Mammon, l'Église l'ayant informé de leur arrivée.
Il était venu dire à Philia que les chevaliers envoyés à Girtonia avaient été refoulés à la frontière, et même faussement accusés de profiter de la recrudescence des monstres pour envahir. Il expliqua que leurs chevaliers représentaient le pilier de leur défense, au même rang qu'un saint. Et si Girtonia n'avait réellement que 4 jours, il pourrait ordonner leur retour. Elsa approuva. Car si un chemin vers le royaume démoniaque s'ouvrait à Girtonia, l'éveil de l'archidémon Asmodée suivrait rapidement. Même avec le cercle de protection, pas même Parnacorta ne resterait indemne. D'autant plus qu'Asmodée était à la recherche de Philia. Cette nuit-là, Philia réfléchit à ce que lui avait dit Elsa à propos du cycle de la réincarnation. L'église de Crémaux enseignait que même lorsqu'ils mouraient et que leur corps se décomposait, leurs âmes subsistaient, renaissant encore et encore pour l'éternité. C'était important, car Elsa révéla que l'âme de Sainte Fianna, l'arche sainte qui avait scellé Asmodée, résidait en Philia. Mammon parlait d'un doux amour. L'église ne savait pas comment, mais Asmodée était en réalité tombé amoureux de Fianna au fil de leur combat. Il pensait qu'être battu par une femme aussi magnifique avait éveillé quelque chose en lui. C'était une nouvelle chance d'amour pour l'archidémon, après 400 ans. Oswald vint rendre visite à Philia plus tard, lui disant de ne pas porter seule toutes ses souffrances. Elle ne savait pas pourquoi, mais ses paroles la calmèrent autant que l'arôme du thé. Oswald lui demanda alors soudainement de ressortir dîner avec lui une fois tout cela terminé. Léna rougit en voyant qu'Oswald invitait Philia à un rendez-vous, mais bien sûr, Philia ne comprit pas, répondant simplement qu'elle serait très heureuse de partager un repas avec lui. Cependant, voir son sourire radieux la fit également légèrement rougir. Mia ne pouvait pas croire que Julius organisait une fête en ce moment. Une crise sans précédent était en cours. Julius vint chercher Mia pour lui dire de rester à ses côtés ce soir. Le prince Fernando fit ensuite son apparition, et tout le monde commença à s'agiter à propos de ses problèmes de santé. Fernando s'adressa à son peuple avec confiance, leur annonçant qu'avec son père malade, il ferait tout pour les aider à traverser cette crise. Le peuple applaudit son discours, et Mia le trouva impressionnant. Julius interrompit rapidement et bruyamment leur conversation, puis dit à Mia qu'il devrait fixer une date pour leur réception de mariage et l'annoncer à tous. Elle ravala son agacement, suggérant d'attendre la fin de la crise. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était qu'au moment où Julius leva son verre pour un toast, Fernando s'effondrerait, empoisonné. Le peuple fut pris de panique. Mia le vérifia, ne sentant ni respiration ni pouls. Elle pouvait encore le sauver. Elle devait juste concentrer tout son cœur et son âme dans un sort de résurrection. Mais Julius la tira en arrière, lui disant qu'il ne voulait pas qu'elle fasse ça, provoquant un souffle de stupeur générale. Il venait en gros d'admettre qu'il avait empoisonné son frère devant tout le monde. En plus de cela, les gardes rapportèrent que le roi était mort une autre partie du plan de Julius. Il éclata de rire de manière démoniaque en proclamant qu'il était maintenant roi, et que personne ne pouvait lui résister. Il cria que son père, qui lui avait refusé le trône, et son frère, qui refusait d'abdiquer malgré sa maladie, s'étaient mis en travers de son chemin. Il voulait que cela serve d'exemple à tous ceux qui oseraient l'affronter, et se sentaient enfin libres. Mia lui demanda pourquoi il allait aussi loin, mais pour un homme comme Julius, le monde existait pour le servir. Il lui dit qu'il devrait se marier immédiatement, lui offrant la royauté à ses côtés, mais Fernando repoussa son jeune frère. Il savait que Julius planifiait tout cela depuis longtemps, depuis que le fils du comte Piers avait dit à Mia que Julius comptait tuer à la fois Fernando et le roi. Il voulait aussi protéger leur royaume. Le sang sur Fernando était simulé. Il avait fait semblant de boire le vin, puis avait fait éclater une poche préparée à l'avance et s'était effondré dramatiquement, livrant une performance très convaincante. Julius fut choqué d'apprendre que leur père était également vivant. Les assassins qu'il avait envoyés avaient été neutralisés par Imari. À ce stade, Julius avait mérité la peine de mort pour trahison. Mais, fidèle à sa réputation de pire prince, il se mit à s'effondrer, traitant Fernando d'incompétent reclus. Il demandait ce qu'il y avait de mal à les avoir tués, disant que tout le monde préférait le voir, lui, sur le trône. Mais d'un seul regard au peuple, il était évident que plus personne n'était de son côté désormais. Tout allait commencer. Des punitions sans distinction pour tous ceux qui avaient trahi Philia. Julius supplia Mia de venir à ses côtés car elle était sa fiancée. Mais bien sûr, elle lui expliqua qu'il inversait les rôles. C'est elle qui l'avait élevé au sommet du plaisir, tenue en laisse, et maintenant que le moment était venu, elle admettait que tout cela venait d'elle. Pour faire tomber un membre de la famille royale, il fallait un crime et une preuve sans équivoque. Elle avait besoin d'un spectacle théâtral avec tous comme témoins. Tous, les partisans des deux princes, ainsi que les neutres, elle avait besoin qu'ils s'unissent au-delà des clivages politiques et comprennent le danger auquel ils faisaient face. Julius ne pouvait croire que son cher amour se retournait contre lui, mais elle lui dit clairement qu'il lui était impossible d'aimer l'homme qui avait vendu sa sœur. Elle le trouvait répugnant, ce qui le fit tomber à genoux. Son père la supplia de ne pas traiter Julius ainsi, mais elle ne comptait pas épargner ses parents non plus, évoquant la manière dont ils avaient traité Philia comme une ordure et s'indignant de leur culot. Il lui demandait tant et la traitait avec tant de froideur. Puis, à la fin, il l'avait rejetée et vendue à un autre royaume.
Elle avait tant travaillé pour gagner l'amour de ceux qu'elle croyait être ses parents, mais ils avaient piétiné cela avec tant de joie. Mia ne pouvait leur pardonner. Sa sœur était la sainte parfaite qui avait tant fait pour leur royaume. Mais aussi une fille ordinaire, pas différente des autres. Elle pleura, espérant que sa sœur revienne. Malgré son discours passionné, Julius se lamentait d'entendre le nom de Filia en ce moment. Depuis son enfance, il se croyait supérieur. En études, en escrime, il maîtrisait tout sans le moindre effort. Pourtant, son père lui disait souvent de travailler sur son attitude. Julius ne comprenait pas pourquoi. Son frère Fernando était à ses yeux maladif, incompétent et inutile. Il se croyait doté d'un sang supérieur, d'un don, d'un génie. Le prince parfait devant qui tous devaient s'incliner. C'est ce qu'il croyait, jusqu'au jour où il rencontra Filia. Il sut dès le premier regard qu'elle était son ennemie, un monstre venu briser sa perfection absolue. C'est pourquoi il l'avait vendue, pour redevenir le prince parfait. Il ne pouvait accepter cela. Il se releva, riant face à Mia, lui disant que c'est elle qui finirait en prison. Il ordonna qu'on arrête Mia et Fernando, promettant des récompenses à qui obéirait. Mais personne ne vint l'aider, et son père révéla qu'il avait assisté à toute la scène. Julius est stupéfait de voir son père debout devant lui, en parfaite santé. Il croyait que le roi était encore alité, mais grâce à la médecine à base de plantes de Filia, le roi s'est complètement rétabli. La panique s'empare de Julius lorsqu'un chevalier rapporte la découverte d'une fiole de poison cachée dans la résidence des Adenauer. Cette preuve renforce encore le dossier contre eux. Sans hésiter, le roi ordonne l'arrestation de Pils et des Adenauer pour leur complot visant à l'assassiner. Il met également en garde ceux qui ont négligé leur devoir pendant son absence. Tous les noms ont déjà été recueillis grâce à la confession du propre fils de Pils, et chacun fera face à une condamnation. Malgré la trahison, l'implication de Julius ne peut être ignorée. Le cœur lourd, le roi ordonne aux gardes d'emmener son propre fils. Pourtant, ce n'est que le début. Le plan de Mia pour mener une contre-attaque contre les monstres sous la direction du roi a réussi, mais une menace plus grande se profile. La véritable bataille se trouve au-delà de leurs frontières, dans le royaume des démons lui-même. Pendant ce temps, à Parnacorta, alors qu'elle discute avec le prince Reinhard et le prince Oswald, Filia apprend que les gardes de Parnacorta sont enfin entrés à Girtonia. Bien que ce retard ait pu aggraver la situation, il croit encore en une lueur d'espoir. Alors qu'il parle, Grace arrive avec de bonnes nouvelles, sa mission a été un succès. Elle donne à Filia un collier orné d'une gemme, expliquant qu'il la relie à ses 3 sœurs. Chaque sœur possède désormais une gemme identique, et ensemble, elles permettent à leur énergie magique de se connecter en une seule. Ce lien est crucial pour le rituel qu'elles doivent bientôt accomplir. En unissant leur mana, le rituel sera plus puissant et plus efficace. Sans perdre de temps, elles commencent le rituel immédiatement, se concentrant profondément et priant de toute leur force. Alors que Filia entame l'incantation, ses sœurs ressentent la connexion à travers l'éclat de leur collier. Le prince Oswald et le prince Reinhard observent, émerveillés, une lumière éclatante remplir l'espace, bien plus brillante et puissante que celle utilisée par Filia pour former le grand cercle de purification. Le cercle commence à s'étendre rapidement, traversant les frontières et atteignant des terres lointaines. Grace, impressionnée, est certaine qu'il a déjà atteint Bolmern. Mais juste au moment où le rituel semble réussir, Filia ressent soudain quelque chose d'étrange. Comme Filia le craignait, Girtonia n'a pas été sauvée. Surgissant de nulle part, Elsa et Maman apparaissent. C'est Elsa qui annonce la mauvaise nouvelle, le grand cercle de purification n'a couvert que la moitié ouest du continent. Bien que la magie utilisée ait été puissante et largement suffisante, elle n'a pas pu atteindre Girtonia. L'état de la région est bien plus chaotique que Filia ne l'avait prévu, perturbant le flux du sortilège. En conséquence, le cercle n'a formé que la moitié de ce qu'il était censé être. À cet instant, la panique envahit Filia. Elle a échoué, et pour la première fois de sa vie, elle ne sait pas quoi faire ensuite. Sa seule chance de sauver sa sœur lui a échappé sous les yeux. La seule option restante est d'aller à Girtonia elle-même et d'ériger une barrière de lumière directement à l'intérieur de ses frontières. Cela semble être une solution raisonnable, mais sans Filia dans la capitale de Parnacorta, le grand cercle de purification perdra sa puissance. Le regard de Filia se tourne vers Grace. Maintenant que leur mana est lié, Grace peut servir de nouvelle source de magie pour le cercle. Bien que cela semble risqué, Grace accepte sans hésiter. Elle pense que Filia doit se rendre à Girtonia pour sauver sa sœur et promet de protéger Parnacorta à sa place. Cependant, juste au moment où tout semble enfin se mettre en place, le prince Reinhard s'oppose fermement à cette idée. La sainte de Parnacorta est trop importante pour être mise en danger. Il envisage même de retirer les chevaliers qu'il a envoyés, maintenant que le cercle n'a pas réussi à s'étendre au-delà de l'ouest. Le prince Oswald tente de le raisonner, mais Reinhard le fait taire, prêt à affronter leur colère si cela signifie protéger le royaume. Elsa, qui écoute non loin, se range également du côté de Reinhard. Girtonia est déjà en train de s'effondrer, et Filia pourrait arriver trop tard pour la sauver. Pire encore, l'archidémon Asmodée pourrait réapparaître à tout moment et cibler directement l'âme de Filia. Sa vie est la clé de l'avenir de leur royaume, donc,
Malgré la douleur de ce choix, la décision la plus sûre et la plus logique est qu'elle reste là où elle est, en sécurité. Bien sûr, Filia connaît les conséquences de ses actes, mais elle ne peut supporter l'idée d'abandonner sa sœur. Alors que le désespoir commence à l'envahir, le prince Oswald s'avance et lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Il la soutiendra, quelle que soit sa décision. À cet instant, Filia trouve une clarté. Elle veut sauver sa sœur, quel qu'en soit le prix. Avec une conviction inébranlable, elle le déclare, et Oswald répond par un sourire discret, restant fermement à ses côtés. Le prince Reinhard est furieux. Ce qu'ils font est insensé, et l'idée de perdre son frère aussi est insupportable. Mais Oswald reste calme et sûr de lui. Il n'a aucune intention de laisser quiconque se perdre. Il attire Filia près de lui fait un signe de tête et décide qu'il est temps d'agir. Malgré les protestations de Reinhard, leur décision est prise. Avant de partir, ils échangent un dernier regard avec Reinhard et lui promettent en silence de revenir sains et saufs. Elsa et Maman observent également en silence, sans chercher à les arrêter. Même si les chances sont minces, ils savent que rien ne peut changer le chemin choisi par Filia et Oswald, et ils ne peuvent qu'espérer le meilleur. Le prince Oswald et Filia entament leur voyage vers Girtonia à cheval, déterminés à sauver sa sœur. Ils chevauchent rapidement, conscients que le temps presse. Pendant ce temps, Mia combat aux côtés de Imari et des chevaliers du royaume, luttant pour repousser des vagues incessantes de monstres. Chaque effort ne fait que retarder l'attaque, ils ne vainquent pas les créatures, ils ne font que les ralentir. Mia a érigé barrière après barrière, mais pour chaque barrière qu'elle crée, de nouveaux monstres apparaissent. Sa magie s'épuise, et les chevaliers se fatiguent. Soudain, ils aperçoivent une nouvelle lueur d'espoir, les gardes de Parnacorta sont arrivés pour les aider, repoussant les monstres. Mia se réjouit intérieurement, pensant que l'aide de sa sœur est enfin arrivée. Mais juste au moment où les choses semblent s'améliorer, la barrière qu'elle vient de créer se brise, et tous les monstres affluent en masse. Tout le monde reste figé alors que des centaines de monstres réapparaissent depuis la forêt sombre. À ce stade, il semble n'y avoir aucune issue. Bien qu'il serait tentant de rejoindre sa sœur, Mia sait qu'elle ne peut abandonner ses responsabilités à Girtonia. Même Imari pense qu'il est peut-être temps de saisir Mia et de s'échapper, mais à leur surprise, Mia s'avance vers les monstres. Tout en pensant à tout ce qu'elle aurait pu faire si elle était partie avec Imari à Parnacorta, elle avance et détruit tout sur son passage, utilisant toute sa magie pour défendre le royaume. Même avec une chance de s'échapper, Mia ne la saisit jamais, car elle pense qu'elle ne mérite pas d'être sauvée. Au fond d'elle, elle se blâme pour la souffrance de sa sœur, estimant qu'elle n'a pas le droit d'être sauvée. À cet instant, Pierre se souvient d'une conversation avec le prince Fernand à propos de Mia. Elle était déterminée à se venger de ceux qui avaient fait souffrir sa sœur, y compris elle-même. Fernand lui avait donc demandé de garder un œil sur elle, au cas où. En se tournant vers Mia, Pierre la voit s'effondrer. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle crie de douleur, murmurant des excuses destinées à sa sœur. Sa voix tremble, comme si elle décidait que ce jour serait celui de sa mort. Au même moment, Filia et Oswald poursuivent leur voyage vers Girtonia, priant en silence pour ne pas arriver trop tard. À Girtonia, une horde massive de monstres entoure Mia, mais elle refuse d'abandonner. Au lieu de se laisser dévorer, elle utilise jusqu'à la dernière goutte de sa magie, bien plus qu'elle ne le devrait. À chaque sortilège, son corps s'affaiblit, mais elle continue sans hésiter, considérant cela comme un sacrifice digne pour sauver son royaume. Pierre, choqué, refuse de la laisser tomber seule. Il ordonne rapidement aux gardes de protéger la sainte, juste à temps pour la protéger alors qu'elle s'effondre au sol, inconsciente et épuisée. Dans son esprit, Mia plonge dans un gouffre sombre, froid et sans fin, où elle flotte sans poids. Elle pense que c'est enfin la fin, mais soudain, elle entend une voix l'appeler, c'est sa sœur. Le son l'a atteint juste assez pour qu'elle ouvre brièvement les yeux et voit le ciel s'éclaircir. Juste à temps, Filia arrive avec le prince Oswald à cheval. Ensemble, ils éliminent rapidement les monstres restants autour de la zone. Avant que Mia ne s'évanouisse complètement, elle ressent la chaleur familière de la présence de sa sœur. Même dans son état affaibli, elle sait que Filia est là, essayant une fois de plus de la sauver. Maintenant que les monstres sont affaiblis, Imari ordonne rapidement aux chevaliers de charger et de terminer la bataille. À sa surprise, des visages familiers de Girtonia apparaissent, Lena et Leonardo, qui ont suivi Filia et Oswald avec l'aide d'Elsa et de Maman, arrivent également. Voyant l'état fragile de Mia, Filia se précipite à ses côtés et commence immédiatement à lancer un sortilège de guérison. Le pouls de Mia est faible, et les dégâts semblent irréparables, mais Filia refuse d'abandonner. Elle continue à lancer le sortilège encore et encore, les mains tremblantes de peur face à ce qui pourrait arriver. Bien que Filia ait du mal, Oswald la serre contre lui, ce qui l'encourage davantage. Avec cet élan, Filia redouble d'efforts. Après plusieurs tentatives désespérées, Mia en trouve enfin les lèvres et émet un léger son. Mia se réveille enfin, et Filia est submergée de soulagement. Sans un mot, elle serre sa sœur dans ses bras, reconnaissante de l'avoir en vie. Au-dessus d'eux, le grand cercle de purification s'étend désormais à travers le ciel de Girtonia. Mia partage doucement à quel point elle avait peur de ne jamais revoir sa sœur, mais Filia, au-delà de son rôle de sainte,
c'est qu'elle a aussi un devoir en tant que sœur de Mia. Même si ce n'était pas la décision la plus sage, elle a choisi de la sauver, quoi qu'il arrive. À cet instant, Mia commence à révéler tout ce qu'elle a traversé ces derniers jours. Elle raconte à Filia comment elle a découvert la vérité sur la souffrance de sa sœur, comment elle voulait se venger en son nom, mais qu'en fin de compte, tout ce qu'elle ressentait était du regret de ne pas avoir compris plus tôt. En entendant l'histoire de sa sœur, Filia loue Mia pour sa force et son courage. Contrairement à ce que Mia pense, Filia sait qu'elle est une sainte véritable et méritante. Ces mots brisent quelque chose en Mia, qui commence à sangloter. Non loin, Elsa et Maman observent la scène en silence, simplement heureux que tout se soit bien terminé pour elle. Ce même soir, au château, la voix furieuse du roi résonne dans les couloirs. La nouvelle lui est parvenue que Julius s'est échappé des gardes, et sa rage déborde. À l'insu de tous, Julius est déjà profondément enfoncé dans le château, se dirigeant vers une chambre secrète. Là, caché sous le château, repose l'âme scellée de l'archidémon Asmodée. Lentement, Julius tend la main vers elle, croyant qu'une fois qu'il l'aura en sa possession, rien ne l'arrêtera. Refusant d'accepter la défaite, Julius met immédiatement la bague. Dès qu'elle glisse à son doigt, une voix maléfique résonne dans son esprit. Les ténèbres jaillissent de la bague, l'entourant, et en un instant, il est complètement englouti par son ombre. Le lendemain, les sœurs flottent encore dans le bonheur de leur retrouvaille tant attendue. En rentrant au château, Filia et Oswald échangent des remerciements et des compliments doux pour tout ce qu'ils ont accompli. Mia les observe et remarque quelque chose, sa sœur a changé. C'est la première fois qu'elle est si chaleureuse envers quelqu'un, surtout un homme. Mia la taquine légèrement, mais Filia balaie cela d'un revers de main. Même ainsi, Mia est heureuse du nouveau bonheur de sa sœur. Mais leur joie s'estompe rapidement lorsqu'elles entrent dans la salle du trône. Elles sont stupéfaites de voir que ce n'est plus Sa Majesté sur le trône. À sa place se trouve Julius, portant désormais la bague qui scellait autrefois Asmodée. Un sourire tordu s'étend sur son visage alors qu'il salue Filia d'un ton sombre et moqueur, l'appelant sa promise. Les gardes se précipitent pour mettre les royaux blessés en sécurité, tandis que Filia et ses compagnons se préparent à affronter le prince possédé. Calme et posée, Asmodée loue la beauté et l'âme de Filia. Sans hésiter, elle exige de savoir pourquoi il a pris possession du corps de Julius. Asmodée prétend qu'il n'y a pas de raison profonde, qu'il voulait simplement que Filia le voie sous une forme qu'elle pourrait reconnaître. Oswald, confus par ce qui se passe, se tourne vers Filia, qui explique que le démon a possédé le second prince. Elsa ajoute que Julius, probablement par désespoir, a dû libérer Asmodée volontairement, permettant au démon de prendre possession de son corps dans le cadre d'un marché. Asmodée reconnaît rapidement Elsa comme une exorciste et Mammon comme l'un des siens, un démon qui s'est détourné d'eux pour servir les exorcistes. Désirant Filia pour lui seul, Asmodée décide d'éliminer tout ce qui l'entoure. Sans avertissement, le sol du château se remplit d'un liquide noir huileux d'où émergent des démons ombreux. Ces créatures de Baran envahissent la salle, mais le groupe, bien équipé pour le combat, les repousse rapidement. Malgré leurs efforts, le nombre d'ombres se multiplie rapidement. Prise d'un sentiment d'urgence, Elsa, réalisant que la menace devient incontrôlable, appelle Mammon. En réponse, Mammon se transforme en sa véritable forme, un félin blanc imposant. Ensemble, ils déchaînent une puissante technique d'exorcisme qui prend la forme d'un corbeau et détruit toutes les entités démoniaques d'un seul coup. Au milieu du chaos, Léna ne peut s'empêcher d'admirer la transformation majestueuse de Mammon, même dans un moment aussi dangereux. Cependant, d'autres démons ombreux continuent d'émerger du liquide noir recouvrant le sol. Réalisant que le danger persiste, tout le monde s'équipe des armes anti-démons que Filia avait préparées. Un par un, ils repoussent ensemble l'assaut incessant de monstres. Mia observe avec émerveillement leur combat contre les démons. Soudain, Hildegarde apparaît et se joint au combat, attirant rapidement l'attention de Filia et Mia. Mais il n'y a pas de temps pour des retrouvailles, car Asmodée commence à lancer un sort puissant visant à détruire tout le château d'un seul coup. Sentant le danger, Filia, Mia et Hildegarde unissent leurs forces pour créer un bouclier sacré qui protège tout le monde à l'intérieur. Le château s'effondre autour d'eux, mais grâce au bouclier, tous restent en sécurité à l'intérieur de la barrière lumineuse. Une fois la poussière retombée, le groupe réalise à quel point Asmodée est puissant. C'est le même archidémon qui a presque détruit le monde il y a 4 siècles. Mais maintenant qu'il utilise le corps du prince Julius, sa puissance est encore en croissance et sa résurrection n'est pas encore complète. Cela signifie qu'ils ont encore une chance de l'arrêter définitivement s'ils agissent maintenant. Filia confronte courageusement Asmodée, mais il se contente de rire et continue de jouer avec elle. Il tend un bras ombreux vers Mia pour la capturer, mais Mia lève rapidement son bouclier et repousse l'attaque. Puis, sans prévenir, Asmodée frappe à nouveau, capturant cette fois Hildegarde et la prenant en otage, proposant de l'échanger contre Filia. Bien que Hildegarde n'était pas sa cible initiale, Asmodée ressent quelque chose d'inhabituel en la tenant. Grâce à leur connexion, il accède à ses souvenirs. Il voit l'entraînement rigoureux qu'Hildegarde a imposé à Filia pour la rendre plus forte, mais surtout, il découvre une vérité cachée qu'Hildegarde a gardée enfouie pendant des années. Avec un sourire maléfique,
Asmodée révèle le secret à tous, Hildegarde est en réalité la mère de Filia. Filia se fige, incrédule, tandis qu'Asmodée explique que les parents adoptifs de Filia l'ont éloignée d'Hildegarde pour préserver leur lignée. De plus, Mia connaissait la vérité depuis le début et la cachait. Hildegarde presse Filia de l'abandonner et de fuir l'archidémon, après tout, c'est elle qui l'a abandonné. Mais en se remémorant tout ce qu'Hildegarde lui a enseigné, Filia réalise à quel point ses leçons ont façonné celle qu'elle est aujourd'hui. Plutôt que de fuir, elle prend une décision ferme, elle s'avance et s'offre à Asmodée en échange d'Hildegarde. Elsa s'oppose à la décision de Filia, sachant que si Asmodée met la main sur elle, cela pourrait signifier la fin pour tous. N'ayant pas d'autre choix, Elsa décide de prendre les choses en main. Elle fait rapidement signe à Maman de suivre son plan. Alors que Filia commence à marcher vers Asmodée, Elsa lui crie de s'écarter. Une série d'attaques s'abat soudain sur Asmodée, mais elle ne le blesse pas. Cependant, l'assaut n'était pas destiné à le blesser directement. Avant qu'il ne puisse réagir, son bras ombreux se brise, libérant Hildegarde de son emprise. Furieux de l'interférence d'Elsa, Asmodée se précipite vers elle à une vitesse fulgurante, avec l'intention de l'éliminer. Elsa n'a pas le temps de se défendre. En un éclair, Asmodée frappe, mais ce n'est pas Elsa qui encaisse le coup, Filia se jette devant elle, prenant l'attaque de plein fouet pour la protéger. Asmodée, surpris, observe Filia blessée. Plutôt que de la tuer, il décide de prendre son âme ailleurs. D'un seul geste, il saisit Filia et disparaît, laissant tout le monde sous le choc. Le reste du groupe crie de douleur et de rage face à ce qui vient de se passer. En tant qu'exorciste, Elsa peut localiser la présence de Filia, mais elle refuse d'aider, craignant le danger que cela pourrait représenter pour tous. Sous la pression du groupe, Elsa révèle enfin la vérité, la véritable forme d'Asmodée réside dans un limbe, un espace entre le monde humain et le royaume démoniaque. C'est là qu'il prévoit d'utiliser l'âme de Filia pour ressusciter la Sainte Fianna. Pendant ce temps, dans son château au cœur du limbe, Asmodée arrive avec le corps affaibli de Filia. Elle tremble, prétendant être au bord de la mort, murmurant qu'elle ne peut plus tenir. Émue par la compassion pour celle qu'il aime, Asmodée tend la main vers elle, mais son bras enflé hurle de douleur. C'était un piège. Filia se guérit instantanément et se relève, parfaitement indemne. Il s'avère que Filia a étudié le corps des démons en observant Mammon. Elle a découvert que les démons possèdent non seulement du sang, mais aussi une magie qui circule dans leur corps. En infusant sa propre magie dans ce flux, elle a perturbé l'équilibre, causant des dommages internes intenses. Alors qu'Asmodée tente de parler à Filia, proclamant son amour éternel pour elle, elle reste impassible. Sans hésiter, elle lance un sort puissant pour tenter de le détruire complètement. Cependant, Asmodée est incroyablement rapide et parvient à s'enfuir dans une chambre scellée du château avant que la magie ne l'atteigne. De retour à Girtonia, le groupe lutte toujours pour trouver un moyen de rejoindre Filia. Elsa sait comment entrer dans le limbe, mais refuse d'impliquer des royaux ou des saints dans des affaires démoniaques. Mammon révèle alors qu'en tant que démon, il a le pouvoir de se téléporter entre les royaumes, mais il y a une limite, pour ramener Elsa et Filia en sécurité, il ne peut emmener qu'une personne supplémentaire. Elsa proteste immédiatement contre cette idée, inquiète des risques, mais elle comprend l'inquiétude profonde des autres pour Filia. Sans hésiter, Oswald, Léonard, Mia, Jimari et Lena prennent la parole en même temps, chacun expliquant passionnément pourquoi il devrait être celui qui accompagne Mammon dans le limbe. Leur débat est soudain interrompu par une voix familière, celle de Filia, qui résonne depuis le bracelet que Lena porte, enchantée par Filia pour permettre la communication en cas de besoin. Elle les rassure sur son état, mais leur annonce que ce pourrait être la dernière fois qu'ils l'entendent. Elle explique qu'elle doit affronter Asmodée seule avant qu'il ne retrouve toute sa puissance. Filia s'adresse à chacun d'eux, à sa sœur, elle exprime le souhait discret de retourner à Parnacorta. À Hildegarde, elle dit être reconnaissante d'avoir enfin appris la vérité et la remercie pour toutes les leçons qui l'ont façonnée. Enfin, à Oswald, qui, avec une détermination inébranlable, promet toujours de la sauver, quoi qu'il en coûte. Il lui rappelle doucement sa promesse qu'une fois tout terminé, ils sortiront manger ensemble. Mais avant que Filia ne puisse répondre, la connexion magique s'éteint. Après que la conversation avec Filia s'interrompt brusquement, Oswald devient encore plus déterminé à accompagner Elsa pour la sauver. Malgré le refus ferme d'Elsa, même envers la royauté, Oswald tient bon, déclarant que Filia est la personne la plus importante dans sa vie. Il insiste sur le fait qu'il est prêt à tout risquer, même sa propre vie, pour assurer sa sécurité. Sa sincérité touche les autres. Mia, émue par les mots d'Oswald, s'avance et presse Elsa de le laisser partir. Bien qu'elle veuille elle-même être celle qui les accompagne, elle cède sa place pour Oswald. Léonard, Jimari et Lena, qui ont écouté en silence, apportent également leur soutien total. Voyant que tout le monde est parvenu à la même décision, Elsa n'a d'autre choix que d'accepter, bien qu'à contre-cœur. Elle consent à emmener Oswald avec elle et Mammon, même s'il n'y a aucune garantie qu'ils reviendront vivants. Bientôt, Mammon ouvre un portail vers le limbe. Avant leur départ, Hildegarde se tourne vers Oswald et lui demande de prendre soin de sa fille. Oswald hoche la tête avec assurance,
promettant de ramener Filia saine et sauve, un sourire sur le visage. À cet instant, Mia comprend enfin pourquoi, parmi tous, c'est Oswald qui a su faire fondre la glace autour du cœur de Filia. Soudain, des taches sombres semblables à un liquide apparaissent sur le sol, et des figures ombreuses commencent à émerger à nouveau. Avant que la situation ne dégénère, Elsa, Maman et Oswald sautent dans le portail, laissant Girtonia derrière eux. Pendant ce temps, dans le limbe, Filia avance vers Asmodée. En chemin, elle s'arrête brièvement en voyant le prince Julius allongé, inconscient, sur le sol. Il est clair qu'Asmodée a désormais pleinement adopté sa véritable forme, ne se cachant plus dans le corps de Julius. La joie d'Asmodée est impossible à dissimuler, après 4 longs siècles, il se tient enfin face à Filia, ou plutôt l'âme réincarnée de Fianna. Il ne souhaite rien d'autre que de passer l'éternité avec elle. À ses côtés repose ce qui semble être le corps de Fianna, magnifique mais sans vie. Asmodée révèle fièrement qu'il a fallu 200 ans et les meilleurs fabricants de poupées pour créer le réceptacle parfait pour son âme. Il explique le rituel, une fois l'âme de Filia transférée dans ce réceptacle, ses souvenirs en tant que Fianna reviendront pleinement, et ils pourront enfin être ensemble. Bien qu'il espère qu'elle se soumettra volontairement, il réalise rapidement qu'elle ne le fera pas et qu'il devra user de la force pour plier sa volonté. Asmodée utilise son bras ombreux pour saisir Julius, inconscient, derrière Filia, et lui demande de choisir. Il est curieux de savoir si Filia sauvera la vie de son ancien fiancé. À sa grande surprise, Filia n'hésite pas. Malgré les abus de pouvoir de Julius, sa trahison et la souffrance qu'il lui a causée, elle choisit de le sauver. Sans hésiter, Filia se rend à Asmodée, mais elle le supplie de libérer Julius d'abord. Cependant, l'archidémon refuse, insistant pour sécuriser Filia avant de le relâcher, craignant d'être à nouveau pris au dépourvu par sa magie. N'ayant pas d'autre choix, Filia obtempère. Alors qu'Asmodée commence à se réjouir, ses ombres s'enroulent autour d'elle, prêtes à s'emparer de son âme. Mais juste au moment où son emprise se resserre, un éclair tranche les ombres. Quelqu'un descend d'en haut, c'est Oswald. À cet instant, le cœur de Filia se stabilise. Au fond d'elle, elle savait qu'Oswald viendrait pour elle. Elle a toujours eu foi en lui, et il vient de le prouver. Le démon, furieux de cette interruption soudaine, ne recule pas, mais Oswald non plus. Il se place devant Filia, jurant de la protéger coûte que coûte. Soulagée, Filia le remercie. Avant qu'ils puissent échanger davantage, Asmodée leur rappelle qu'il n'est pas encore vaincu. Soudain, Maman et Elsa arrivent en renfort. Ensemble, ils attaquent Asmodée de toute leur force, mais leurs assauts semblent sans effet. Le démon riposte avec une puissance dévastatrice, projetant Oswald et Elsa dans les airs. Ils s'écrasent violemment au sol. Filia se précipite vers Oswald, blessé mais conscient. À cet instant, un vent étrange, d'un gris bleuté, commence à tourbillonner autour d'Asmodée. Il s'arrête, l'air ravi, ressentant une puissance qu'il n'a pas connue depuis des siècles. Tout cela est possible grâce à Julius, qui gît inconscient, ignorant le chaos autour de lui. Face à cette menace écrasante, Filia lance un sort de protection pour les abriter de l'attaque imminente d'Asmodée, mais la puissance qui émane de lui dépasse tout ce qu'ils ont affronté à la surface, preuve qu'Asmodée est désormais pleinement ressuscité. Ils ne peuvent le laisser atteindre le monde extérieur. Dans ce moment critique, Elsa envisage de se sacrifier pour l'arrêter. Une idée frappe alors Filia, si Asmodée détruit tout ici, il pourrait endommager la poupée de Fianna qu'il a créée. Mais il devient clair qu'il s'en moque. Il a compris que Filia n'a rien de commun avec Fianna, tout les distingue, et ce corps n'a plus d'importance pour lui. Sans hésiter, Asmodée lance un sort cataclysmique. En un seul coup, tout s'effondre autour d'eux. Filia tente d'ériger une barrière sacrée, mais il est trop tard. La vague de puissance balaie ses alliés, qui s'effondrent les uns après les autres, inconscients. Filia tombe à genoux, le corps tremblant, réalisant qu'elle est la seule encore en lice. Asmodée la toise, sa voix froide et cruelle, déclarant qu'elle n'est qu'une humaine, après tout. Alors qu'il s'approche, Filia tente de se convaincre de ne pas abandonner. Elle se souvient de la promesse d'Oswald étant la main vers la sienne, mais Asmodée l'écrase sous son pied, arrachant un cri de douleur à Filia. Voyant à quel point elle tient à Oswald, il menace de le déchiqueter, ainsi que tous ceux qui lui sont chers. Filia le supplie d'épargner ses amis, mais Asmodée répond par un coup brutal dans son estomac. Allongée au sol, Filia pense à ceux qui comptent le plus pour elle. Alors que l'espoir s'amenuise, une voix faible répond à son appel silencieux. Dans son inconscience, Filia se retrouve face à Fianna, la sauveuse de leur royaume. Fianna s'excuse pour les failles du sceau originel et lui transmet son pouvoir. Dans le limbe, l'esprit de Fianna s'élève du sol. Asmodée l'accueille avec une joie perverse, mais elle répond par des insultes cinglantes. Levant la main, elle lance un sort divin qui guérit tous ceux qui gisent autour. Quand Oswald reprend conscience, il est stupéfait de voir Filia sous sa nouvelle forme. Elle atterrit avec grâce et jure de vaincre Asmodée. Désespérée d'expulser l'esprit de Fianna de Filia, Asmodée prépare un sort dévastateur, mais Filia lance le sien avant qu'il ne puisse agir. Confiant que son attaque échouera comme les précédentes, Asmodée se moque d'elle, jusqu'à ce que la lumière perce son corps, formant des trous luminescents. Trop tard,
il réalise que le sort de Filia est plus rapide et puissant. Filia se mord le doigt, laissant couler son sang. Une goutte touche le sol, formant un cercle magique rayonnant d'énergie. Au centre apparaît une épée dorée, celle qui scella Asmodée il y a 400 ans. Il la fixe, reconnaissant son destin. Filia saisit l'épée, entonne un sort de scellement pour emprisonner son esprit à jamais et s'approche de lui. Asmodée, suppliant, prétend avoir agi par amour et implore Fianna de l'épargner. Mais ce n'est pas Fianna qui se tient devant lui. Filia, porteuse du pouvoir de Fianna, ne peut pardonner une telle destruction. Elle brandit l'épée, et en un instant, Asmodée s'illumine d'une lumière dorée avant de s'évanouir. Le silence revient sur le champ de bataille. La voix de Fianna résonne une dernière fois, remerciant Filia. Aussitôt après, Filia s'effondre, mais Oswald la rattrape à temps. Revenue à elle, elle le remercie pour l'avoir protégée, et ils partagent un échange sincère, se témoignant leur gratitude. Oswald trouve le courage de confesser ses sentiments, mais Elsa l'interrompt, plaisantant qu'un champ de bataille n'est pas l'endroit idéal pour une déclaration. Il devrait choisir un lieu plus approprié. Julius reprend conscience, ignorant le danger qui vient de passer. En voyant Filia, il l'insulte, la blâmant pour ses malheurs. Il tente de se vanter de ses nouveaux pouvoirs, mais remarque que son anneau a disparu. Mammon lui tape sur l'épaule et lui conseille calmement d'abandonner. Julius répond par des paroles cruelles, provoquant Mammon. En un éclair, Mammon se transforme en un grand félin. Elsa intervient et ordonne à Mammon de conduire Julius à la prison de Girtonia sans délai. Bientôt, un portail s'ouvre vers Girtonia. Oswald porte Filia dans ses bras, et tous le traversent, revenant sain et sauf. Filia se précipite pour saluer et vérifier l'état de sa sœur, mais son regard s'égare, elle remarque que son professeur n'est plus là. Pour restaurer le royaume, les gardes de Girtonia et de Parnacorta unissent leurs efforts. Le prince Fernand et le roi remercient personnellement Filia et Oswald pour leur bravoure. La paix et l'harmonie reviennent dans les deux royaumes, désormais unis sous la sainteté de Filia et Mia. Un jour, Filia rend visite à Hildegard chez elle. Elles prennent le thé, abordant enfin la conversation que Hildegard évitait depuis longtemps. Elle s'excuse d'avoir caché la vérité, mais Filia sait déjà tout, Mia lui a raconté l'histoire complète. Malgré les secrets, Filia estime que Hildegard lui a tant appris, pas seulement sur la sainteté, mais sur la vie. Bien qu'Hildegard n'ait jamais pu être sa mère officiellement, Filia a toujours ressenti son amour maternel. Elle chérit tout ce qu'Hildegard lui a donné, son pouvoir, son corps, sa vie. Pour la première fois, Filia l'appelle mère. Hildegard reste silencieuse, incertaine de mériter ce titre, mais Filia insiste, voulant en savoir plus sur son vrai père. La question, simple, surprend Hildegard. Elle révèle que le père de Filia était un guérisseur talentueux, capable de soigner les blessures les plus graves, mais qu'il est mort lors d'une épidémie, pensant à leur fille jusqu'à son dernier souffle. Filia comprend qu'elle tient son don de guérison de son père, mais elle veut en savoir davantage, comment ses parents se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Hildegard rit, notant combien Filia ressemble à Mia, mais finit par céder. Autour d'un thé chaud, elle commence à raconter. Ce soir-là, Léonard prépare un dîner pour Filia, Mia et Hildegard. En s'asseyant, ils sont surpris par la quantité de nourriture, presque un festin. Léna plaisante qu'il y en a trop, mais Léonard explique que Filia adore manger. Mia, surprise, apprend que Filia a pris cette habitude à Parnacorta, incapable de résister à la cuisine de Léonard. Hildegard observe la scène en silence, un sourire aux lèvres. Elle s'est tant inquiétée pour Filia à Parnacorta, mais en la voyant entourée de bons compagnons, elle réalise qu'elle n'avait aucune raison de s'alarmer. Le lendemain matin, Filia se prépare à quitter Girtonia pour retourner à Parnacorta. Dans la calèche, Oswald évoque la situation de ses parents et de Mia, mais Filia ne souhaite plus revenir. Elle estime que Girtonia n'a plus besoin d'elle, Hildegard et Mia sont parfaitement capables d'assumer les devoirs d'une sainte. Après des adieux émouvants, Filia et Oswald partent. De loin, Elsa et Mammon les regardent s'éloigner. Mammon pousse Elsa à dire au revoir, mais elle est convaincue que leurs chemins se croiseront à nouveau. Les habitants de Girtonia harcèlent le prince Fernand pour ramener Filia comme sainte, mais même Mia sait qu'elle n'a pas le droit de faire une telle demande. Ce serait égoïste, surtout quand la responsabilité de restaurer la prospérité du royaume repose sur eux. Ce fardeau incombe désormais à Fernand. La décision de son frère d'envoyer Filia dans un autre royaume le hante toujours, et il porte la culpabilité de n'avoir rien fait pour l'en empêcher. Fernand réfléchit à ses échecs, il n'a jamais vraiment assumé son rôle de premier prince, du moins pas avant que Mia ne l'inspire. Mais Mia lui rappelle qu'il ne sert à rien de ressasser le passé. Ce qui compte, c'est qu'ils reconnaissent ses erreurs et travaillent à un avenir meilleur pour Girtonia. Leurs efforts portent déjà leurs fruits, et s'accrocher au regret est inutile. En entendant ces mots, Fernand esquisse un sourire. Les paroles de Mia lui donnent du courage. À Parnacorta, le prince Reynard visite la tombe de sa bien-aimée. Filia s'approche, portant des fleurs pour Élisabeth, l'ancienne sainte. Elle s'excuse pour la décision qu'elle a prise, mais Reynard la rassure, il comprend qu'elle voulait protéger ceux qu'elle aimait, et il respecte cela profondément. Il comprend aussi les actions d'Oswald, sachant qu'il aurait fait de même pour Élisabeth.
Cependant, il la met en garde, si une situation similaire se présente, il tentera de l'arrêter à nouveau. En tant que prince de Parnacorta, son devoir est de protéger la sainte, et le royaume compte plus que tout. Il exhorte Filia à partager cette valeur. Elle accepte ses paroles de tout cœur, non seulement en tant que sainte, mais comme quelqu'un qui chérit sincèrement le royaume. Un mois plus tard, le très attendu sommet des saintes commence, réunissant toutes les saintes. Nia et Hildegard arrivent, ravis de retrouver Filia, mais l'attention se détourne vite quand Émilie de Bolmern s'avance, cherchant clairement à voler la vedette. Soudain, une voix forte appelle Filia. C'est Grèce, qui se précipite vers elle et l'enlace, débordante de joie. En observant la scène, Nia ressent une pointe de jalousie. Elle prend Filia par le bras et se présente comme sa sœur. Sans se démonter, Grèce saisit l'autre bras de Filia et se proclame sa seule et unique élève, comme une sœur. Leur dispute amusante fait sourire Hildegard, qui observe en silence. Nia mentionne alors un cadeau qu'elle a apporté pour Filia. Le lendemain, Filia porte une robe bleue, le cadeau de Mia. Léna pousse un cri en la voyant et la taquine sur le prince Oswald, rendant Filia soudainement gênée. Léonard rit de sa réaction, mais Filia lui demande d'arrêter. Il trouve rare et touchant de la voir agir comme une jeune fille de son âge. Peu après, Filia sort, où le prince Oswald l'attend, vêtu plus formellement que d'habitude. En la voyant, il lui adresse un compliment chaleureux. Ensemble, ils se rendent dans un endroit magnifique, un lieu paisible préparé pour prendre le thé. Assis à la table, Oswald se remémore le jour où Filia est arrivée dans leur royaume. Il avait juré de lui faire aimer leur pays, et elle l'aime désormais. Elle s'est faite des amis, a créé des souvenirs précieux et trouvé des raisons de le protéger de tout son cœur. En entendant cela, Oswald exprime sa joie et confesse qu'il aime le royaume, son peuple, et surtout Filia. Sa déclaration surprend Filia, et des larmes coulent silencieusement sur ses joues. Oswald craint de l'avoir blessée, mais elle le rassure que ce sont des larmes de bonheur. Doucement, il évoque les petites choses qu'elle fait et qui le font craquer. Pour la première fois, les lèvres de Filia esquissent un sourire. En cet instant, elle comprend ce que signifie aimer, une joie inégalée. Ainsi, la sainte parfaite, autrefois rejetée par son fiancé, a trouvé son bonheur dans un nouveau royaume.